Bon, alors en ce qui concerne le déroulement de la conférence, nous allons procéder comme les fois précédentes maintenant. Ces conférences sont enregistrées avec un système qui donne une très bonne qualité de son. Mais pour cela, il faut un tout petit peu de discipline. Donc à la fin de la conférence, vous aurez très certainement plein de questions à poser. Levez la main, j'arrive, je vous donne le micro et vous posez votre question. Voilà. D'accord. Alors donc ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Christian Magnan qui vient de très loin, hein, puisqu'il vient de l'autre côté de la France, Montpellier. Il travaille maintenant à l'université de Montpellier dans un laboratoire qui s'appelle le Graal. Très beau nom pour expliquer ce qu'il s'y fait. Et ça veut dire quand même, Christian, oui, je me souviens, mais enfin, je vais encore me tromper. Je te laisse dire. Groupe de recherche en astronomie, en astrophysique du Languedoc. Donc c'est bien trouvé. Oui, c'est très bien trouvé, Graal, donc la recherche du Graal. Alors, aujourd'hui, il va nous parler de l'an 2001. La cosmologie tourne-t-elle en rond? Alors, juste deux mots pour présenter Christian pour ceux qui ne le connaissent pas. Il a écrit deux livres tout à fait remarquables. L'un s'appelle La nature sans foi ni loi et l'autre, que je n'ai pas lu, l'autre, s'appelle Et Newton croque à la pomme. J'étais très intéressé par le premier, oui. En tout cas celui que j'ai lu. Donc c'est une manière très originale de discuter et de parler de la physique et de la cohérence de la pensée scientifique. Ils sont épuisés, ne les cherchez pas. Donc, Mais si, vous les trouverez dans les médiathèques ou dans les bonnes librairies. Ouais, bon. À la Cité des Sciences, la médiathèque de la Cité des Sciences, par exemple, c'était édité par Belfond Sciences. Sa spécialité de Christian Magnan, c'est l'étude des étoiles et du transfert du rayonnement dans les étoiles. Donc c'est pour ça qu'il va nous parler de cosmologie ce soir, j'imagine. Nous avons eu le plaisir de l'avoir dans nos murs pendant plus d'une vingtaine d'années à l'Institut d'astrophysique, où il était donc en tant que chercheur au Collège de France, puisqu'il y avait un laboratoire du Collège de France ici qui s'appelait le LAT, dont le directeur a été pendant très longtemps, ou pendant tout le temps, Jean-Claude Péquer. Voilà. Donc maintenant je te passe la parole et donc pour une heure de conférence. Merci. Merci. Donc le micro marche là? Ça marche? Moi je n'entends pas de retour, c'est très bien. Vous m'entendez donc? Tu vois? Tu m'entends? Non, tu m'entends pas? Ah bah écoute. Alors c'est ton petit truc là qui marche pas là, non? Dans la poche? Bon d'accord. Comme ça? Ben, moi, je veux dire qu'effectivement, je suis très content d'être ici parce que effectivement, j'ai fait mes premières armes dans la recherche, on va dire, il y a 30 ans. Quoi. Daniel est gentil, nous dirait il y a 20 ans. Et donc, j'étais ici chercheur. Et puis, je voudrais aussi remercier Daniel de m'avoir permis de venir ici parce que, vous verrez cette conférence, enfin, disons que, voilà, je souffre un petit peu. C'est une chose un peu difficile à dire, mais je souffre un petit peu de l'absence, si tu veux, de possibilités qui existent en ce moment dans la science. Disons, d'apporter un point de vue un petit peu contestataire, un point de vue qui s'oppose à ce que j'appellerais la pensée unique. Donc aujourd'hui, c'est un peu contre la pensée unique, et je remercie Daniel de me donner la permission. Il a pris des risques, hein, donc il assume. Voilà. Bon, alors on dit en 2000, en 2001, c'est effectivement une date un peu fétiche, bon, symbolique. Ça peut paraître un petit peu banal, si vous voulez, de faire une espèce de bilan, comme je vais essayer de le faire. Mais finalement, ce n'est pas si idiot que ça. Parce que au cours du XXe siècle, donc maintenant passé, il y a eu un développement qu'on peut appeler fulgurant de la science, quand même. On va justement voir certains épisodes. Et on peut dire que, où c'est qu'on en est maintenant? Eh ben, c'est plutôt le calme plat. Disons que l'exploration spatiale, elle est stoppée, à mon avis. Bon, donc, on est allé sur la Lune, on n'y a pas retourné. On fait tourner encore une station spatiale internationale après Mir, mais bon, certainement on ira explorer d'autres planètes, mais on peut dire, si vous voulez, que l'exploration spatiale, elle est quasi terminée pour l'instant, ou au moins, elle est dans le creux de la vague. On peut dire aussi qu'il n'y a pas eu de découverte marquante théorique depuis plus d'un demi-siècle, et que donc c'est peut-être effectivement le moment de se poser des questions sur la science, d'essayer de voir un petit peu quel est le paysage. Alors ça, c'est un petit peu le propos de cette conférence. Et pour l'illustrer, comme dans toute conférence qui se respecte, je vais faire ça en 3 points, évidemment. Donc je vais examiner 3 épisodes de l'histoire scientifique du XXe siècle.
et puis essayer d'en tirer un petit peu les enseignements, vous dire ce que j'en pense. Voilà. Alors, premier épisode, on va le placer sous le signe des dinosaures. Enfin, je crois que c'est un tyrannosaure, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'est le premier épisode. Alors, premier épisode. Eh bien, au début du siècle, donc ça sera un thème un peu récurrent de ma conférence, si vous voulez. Au début du siècle, ça veut dire, si vous voulez, mes parents sont nés, disons, en 1913, il y avait des tas de choses qu'on ne savait pas. Et puis maintenant, on les sait. Et puis, qu'est-ce qu'on va découvrir après? Alors, qu'est-ce qu'on ne savait pas au début du siècle? Eh bien, on ne savait pas quel était l'âge de la Terre. C'est une grosse question qui se posait, on ne savait pas quel était l'âge de la Terre. Alors, quel était l'enjeu de ce débat? Eh bien, la première estimation un petit peu scientifique entre guillemets de l'âge de la Terre remonte à Buffon, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui a écrit, donc, vous savez, une histoire naturelle, qui n'était pas un savant d'ailleurs, qui a laissé une forte trace, mais enfin, disons, c'est lui qui a osé faire une certaine estimation de l'âge de la Terre. Il a écrit son histoire naturelle, là je ne le sais pas par cœur, de 1744 à 1788. Et l'idée de base était la suivante à l'époque. On supposait que la Terre était née incandescente, donc c'était un globe de feu immense, et puis on essayait de calculer quel était le temps de refroidissement de cette Terre. Donc on prenait une boule très très chaude, et puis on regardait le temps que ça prenait pour se refroidir. Donc les premières estimations avaient d'ailleurs été faites par Newton. Et Buffon a plus ou moins corroboré les estimations de Newton. Et il confirme une durée de vie de l'ordre de, on va dire, 40 000 ans. Aujourd'hui, je parle d'ordre de grandeur, les astrophysiciens, si vous me dites 40, c'est pareil que 80, etc. 40 000 ans. Donc si on tenait compte de la durée d'apparition de la vie, etc., bon, on arrivait à des durées de l'ordre de milliers d'années, dizaines de milliers d'années. C'est là-dessus que Fourier a commencé l'étude justement de la conduction de la chaleur. La raison pour laquelle Fourier a justement entrepris sa théorie sur la conduction de la chaleur, c'était justement ce problème-là qui se posait. Il s'agissait de savoir comment la chaleur qui était présente allait se perdre dans l'espace, et donc il a fait des calculs savants, et il a inventé justement donc, la théorie de la conduction. Et puis, en 1863, donc vous voyez que c'est toujours à la fin du 19e siècle, mais on s'approche du 20e siècle, Kelvin a fait un calcul auquel on se réfère. Kelvin, donc c'est le fameux Kelvin de la température qui a donné son nom à l'unité de température. Et Kelvin reprend les expériences. Il avait fait des expériences. C'était à la fois la théorie et la pratique. On prenait des boules de feu, et puis, enfin incandescentes, et puis on regardait le temps qu'elles mettaient à se refroidir. Et Kelvin arrivait, disons, en tirant bien à 10 à 500 millions d'années, on va dire. À 500 millions d'années, disons au plus, hein, en tirant bien les chiffres. Alors, ce qui est passionnant dans l'histoire, c'est que c'est là où on voit intervenir, mais ça intervient tout le temps, et ça va intervenir tout au cours de cette conférence. On voit intervenir une question, si vous voulez, qui n'est pas une question vraiment scientifique, qui est une question que je vais qualifier, on va dire, de métaphysique. Parce qu'à cette époque, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Darwin. Et Darwin a écrit donc l'origine des espèces, qui s'est vendu, j'ai lu ça, le 24 décembre 1859, c'était certainement un jour très froid à Londres, un jour d'hiver peut-être que froid, et les 1250 exemplaires ont été vendus en un jour, le soir il n'y en avait plus du tout. Et ce qui est passionnant, c'est que justement, cette controverse qui allait s'amorcer, elle était autour justement de Darwin. Parce qu'il y avait une demande du côté des darwinismes qui justement était contestée par certains pour des motifs qui n'étaient pas scientifiques. Le darwinisme, ça ne les arrangeait pas, donc il y avait des gens qui essayaient de démontrer que manifestement, la théorie de Darwin elle était complètement fausse. Alors pourquoi? Parce que Darwin, lui, il avait besoin de beaucoup plus que 10 millions d'années-lumière. Et vers la fin donc, du 19e siècle, on était arrivé à une contradiction complètement flagrante. Les darwinismes, on va dire, c'est-à-dire que les géologues, les biologistes et les géophysiciens, en se basant d'une part donc, sur la théorie de l'évolution des espèces, mais aussi sur toutes les évidences géologiques, dont les hauteurs des stratifications, etc. Ça se mesure. Hein. Il suffit de savoir les sédiments, combien ils s'en déposent par an, et puis vous faites un calcul. Et combien vous trouvez? Eh bien, vous trouvez des milliards d'années. Il faut des milliards d'années à Darwin, il faut des milliards d'années aux géophysiciens, il faut des milliards d'années aux géologues, il faut des milliards d'années aux biologistes. Et les pauvres astrophysiciens, ils sont capables, ils sont bien pauvres, ils sont capables de donner que des dizaines de millions d'années, enfin 500 millions d'années, vraiment en tirant de tous les côtés. Donc, c'est la contradiction majeure de cette fin de siècle. Comment expliquer ça?
Donc d'un côté les théoriciens, de l'autre côté on va dire les observateurs, entre guillemets, si vous voulez. En quelque sorte. Hein. Donc ça ne colle pas, trouver l'erreur. Alors vous savez qui c'est qui a gagné. Mais il y a un événement qui m'intéresse au plus haut point ici. C'est-à-dire que vers la fin du siècle, justement en 1899, un géologue donc, qui s'appelait Chamberlin, qui est un géophysicien assez réputé, qui est aussi célèbre pour avoir créé une théorie de la formation des systèmes planétaires, qui est analogue d'ailleurs à la théorie de la nébuleuse de Laplace, intervient au cours d'un congrès et intervient d'une façon que je trouve absolument fascinante, et tout à fait extraordinaire à mes yeux. Et qu'est-ce qu'il ose dire? Chamberlin ose poser la question, et s'il y avait une source d'énergie que nous ne connaissions pas? Et ce qui est formidable, c'est qu'il a une clairvoyance absolument phénoménale, parce que non seulement il dit ça, bon, quand même pour oser affirmer qu'il y a une source d'énergie qui est inconnue, il fallait le faire, et d'autre part, il pointe du doigt l'endroit où ça doit se trouver. On est en train de subodorer que l'atome n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait penser, donc que du côté des atomes, il y a une énergie peut-être qui pourrait se libérer. Et il fait aussi remarquer, Chamberlin, donc ce même Chamberlin, il fait remarquer qu'au centre du Soleil, certainement se trouvent des conditions physiques qui sont absolument exceptionnelles. Ça, c'est de la physique. Vous calculez la pression qui est au centre du Soleil, donc vous trouverez une estimation de la température. Vous trouvez des températures centrales comme ça, hein, alors là, c'est de la bonne physique, qui sont de l'ordre, on pouvait le faire à cette époque, qui sont de l'ordre de certainement 15 millions de Kelvin. Et il dit, mais à ces températures-là, il y a peut-être une physique que nous ne connaissons pas, il y a peut-être une libération d'énergie qui peut se produire. Et moi, je propose qu'effectivement, il y a une forme d'énergie qu'on ne connaît pas. Alors voilà. Donc la réponse donnée 30 ans plus tard, c'est Chamberlin qui avait raison. C'est effectivement la théorie de la relativité générale d'Einstein qui, à partir de la théorie de la gravitation, a énoncé son fameux, vous savez, bon, donc je ne vais pas revenir là-dessus, son fameux E égale mc2, qui était l'équivalence entre l'énergie et la masse. Effectivement, au centre du Soleil, les conditions sont telles que des atomes d'hydrogène peuvent fusionner et se transformer en 4 atomes d'hydrogène vont donner un atome d'hélium. Et il y a un excès de masse qui est libéré sous forme d'énergie. Alors avec des facteurs qu'on pourrait presque qualifier d'astronomiques dans cette maison, C dans le système CGS, ça vaut 10 puissance 10, 3 10 puissance 10, donc quand vous faites C2, c'est des facteurs qui sont de l'ordre de 10 puissance 20, 10 puissance 21, donc c'est effectivement faramineux. Et enfin, on avait l'explication, c'est-à-dire que le Soleil pouvait enfin briller pendant 10 milliards d'années. Et le problème était réglé. Alors pourquoi ça, je voudrais que je m'attarde sur ce point-là? Parce que, si vous voulez, j'admire justement cette intervention de Chamberlin. Mais je dis qu'elle se plaçait dans un certain contexte. Et que le gros de l'histoire, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est plus dans cette situation-là. Donc, qu'à cette époque, il était astucieux, il était clairvoyant, si vous voulez, de pouvoir supposer qu'il y avait peut-être une forme d'énergie qu'on ne connaissait pas. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y avait vraiment une contradiction, mais qu'on ne pouvait pas résoudre. On pouvait tirer les chiffres d'un côté ou de l'autre. Malheureusement, quand les astrophysiciens essayaient de refaire les calculs, ils trouvaient des nombres qui étaient plus bas. Et quand les géologues essayaient de revoir leurs nombres aussi, ils les trouvaient à la hausse. Donc, si vous voulez, ça ne collait pas du tout, la divergence s'accentuait plutôt qu'on n'arrivait pas à faire coller les choses. Donc, si vous voulez, le débat était clairement posé. Il y avait vraiment un problème qu'il fallait résoudre. Alors, ce que je dis qu'on est en combien? En 2001. En 2001, on n'est plus du tout dans cette situation-là. Donc ça, c'est la première constatation. C'est la première proposition, si vous voulez, de cette conférence. C'est qu'on n'est plus du tout dans cette situation. Il n'y a plus de problème majeur comme ça, de contradiction majeure qui existe. Et alors souvent, je dis ça fait bondir tout le monde, mais je vais presque jusqu'à le dire, si vous voulez. Excusez-moi, c'est un petit peu une extrapolation de cette situation qui est un état de fait, qu'il n'y a pas de contradiction. Hein. Donc j'extrapole un peu en disant que je pense qu'on peut affirmer qu'on connaît toute la physique, si vous voulez, qui nous sert à l'échelle humaine. Bon, je donne un exemple justement du côté de l'énergie. Du côté de l'énergie, il n'y a absolument plus aucun problème de bilan d'énergie. Démonstration. Quand vous entendez des phénomènes astronomiques, si vous voulez, qui dégagent une énergie fabuleuse, phénoménale, on vous dit qu'il y a des supernovae, des choses comme ça, des astres qui dégagent des énergies de l'ordre de la luminosité d'une galaxie. Bon, c'est effectivement phénoménal. Je dis, mais attendez, il n'y a aucun problème, mais vraiment aucun problème. Bon, pourquoi? Vous allez comprendre tout de suite.
un soleil, une masse solaire, ça dégage une luminosité solaire, j'arrive à le dire, une luminosité solaire pendant 10 milliards d'années, on va dire. Donc une luminosité solaire, un soleil est capable de briller avec sa luminosité pendant 10 milliards d'années. Donc ça, c'est ce qui... Bon, il est évident que s'il brillait un peu plus fort, ben, il durerait moins longtemps. Donc si vous le faites, si vous lui donnez une luminosité de 10 luminosités solaires, si vous le faites briller 10 fois plus longtemps, il va durer 10 fois moins longtemps. Donc 10 luminosités solaires, ça fait 1 milliard d'années. Bon, puis on peut en continuer comme ça. Donc ça veut dire que si je le fais briller pendant 1 milliard, enfin, si je lui donne une luminosité de 1 milliard de luminosités solaires, eh bien, il va briller pendant 10 ans. Donc il n'y a aucun problème de bilan d'énergie, aucun. Alors évidemment, ça ne dit rien sur le processus. Je ne vais pas dire que c'est simple de faire une explosion. Je veux dire que du côté des bilans d'énergie, quelles que soient les énergies considérables qui sont dans l'univers, il n'y a jamais de bilan d'énergie qui soit mis en défaut. On en a de l'énergie à l'appel, et encore là, je ne vous ai pris qu'un soleil. Hein. Donc si vous prenez 100 soleils, 1000 soleils, 1 milliard de soleils, donc quand vous dites il y a des milliards de luminosités solaires, bon, c'est beaucoup, mais la source d'énergie, vous l'avez. Donc on ne va pas aller chercher une autre source d'énergie. Donc ça, si vous voulez, c'est un exemple. Bon, alors, il est évident que quand je dis qu'on connaît toute la physique, bon, j'extrapole un petit peu, il est évident que je ne dis pas qu'on connaît tout. Ce n'est pas moi qui vais vous raconter ça. Donc il y a des tas de phénomènes inexpliqués. Les phénomènes que j'aime bien citer, le premier phénomène qui est complètement inexpliqué, c'est la formation des condensations. En astrophysique, on ne sait pas former une condensation. On ne sait pas comment se forment les galaxies. On ne sait pas comment se forment les étoiles. Et s'il y a des gens qui vous disent qu'ils le savent, eh ben, ils vous mentent. On ne sait pas comment se forment les étoiles. La meilleure preuve de ce que j'avance, c'est qu'on pensait, si vous voulez, que les étoiles, avant, disons, il y a 20 ans, quand je faisais des modèles de condensation d'étoiles, ben, c'était des modèles sphériques. Bon, donc vous prenez une masse de gaz et puis on espère que, si on lui donne un petit choc, on espère qu'elle va se condenser, si vous voulez. Donc pour la plupart des gens, c'était des modèles, on va dire, sphériques. Or, c'est tout le contraire qu'on découvre. En ce moment, s'il y a bien une découverte, si vous voulez, observationnelle, qui est très importante et qui est majeure, c'est que le phénomène primordial dans la formation des étoiles, ben c'est quoi? C'est la formation de disques d'accrétion. Donc ça a été découvert observationnellement, ce n'est pas les théoriciens qui l'ont trouvé. On a trouvé qu'il y avait dans tous les cas, si vous voulez, une spirale qui se formait, et puis ça, effectivement, ça se trouve partout dans la nature, mais on ne l'avait pas prévu. Donc ça veut dire qu'effectivement, la théorie, on ne l'a pas. Et quand on vous dit c'est pareil, les étoiles se forment, il y a des gens qui vous soutiennent que les étoiles devaient se former, bon, parce qu'on a la théorie, ben c'est pas vrai. Si vous voulez. On ne sait pas du tout, même les galaxies, comment elles se forment. Alors effectivement, ça me laisse un peu pantois quand vous voyez des tas de théories sur la structure de l'univers, on en parlera tout à l'heure, qui s'appuient, si vous voulez, sur la formation des galaxies, comme si on la connaissait. Bon, ça c'est faux, c'est tout. Donc ça c'est l'un des premiers points. Les planètes, c'est pareil. Hein. Si vous avez une théorie de la formation des planètes, vous savez, on est en train de découvrir des planètes, comme par hasard, si vous voulez, ce n'est pas ce qu'on prévoyait. Mais bon, aucun théoricien n'est capable de vous dire autour de telle étoile, il va y avoir telle planète, à telle distance, de telle masse, etc. Bon, ça, c'est complètement hors, si vous voulez, de portée de la science actuelle. Complètement en dehors. Donc, les formations des condensations, on ne sait pas du tout. Au même chapitre, si vous voulez, j'aime à citer tout ce qui est phénomènes, disons, hydrodynamiques, qui sont un petit peu liés. C'est-à-dire toutes les questions de la physique des fluides, les questions de la turbulence, c'est un phénomène qui est omniprésent en astrophysique, et la turbulence, c'est-à-dire qu'il y a des tas de mouvements aléatoires qui existent partout, dans tous les milieux astrophysiques, surtout dans les milieux astrophysiques qui sont extrêmement dilués, et ben on ne sait pas l'expliquer, on ne sait pas la décrire. Alors évidemment, ça a quelque chose à voir avec les moteurs d'avion, etc., le bruit, bon, ça aurait des applications intéressantes, mais là, c'est un domaine pour lequel on peut dire qu'on ne connaît rien. Donc ne me dites pas que je dis qu'on connaît tout. Hein. Bon, mais je vais y revenir. Le troisième phénomène qui, effectivement, bon, c'est l'exemple type avec un grand T ou un super grand T, c'est l'apparition de la vie. Bon, on ne sait rien sur l'apparition de la vie. Alors, on vous dit qu'il y a de la vie partout, on pourra y revenir. On ne sait rien. Bon. N'empêche que le point important, c'est que, à mon avis, aucun physicien n'a le droit de dire qu'il existe des phénomènes physiques qu'on ne connaît pas qui interviendraient là. C'est-à-dire mon credo, bon, j'espère que tout le monde est d'accord, mais mon credo, c'est que, par exemple, pour l'apparition de la vie, ben, les lois de la physique, de la chimie, ont été scrupuleusement respectées. Je ne sais pas lesquelles, je ne sais pas quelles réactions ont eu lieu, mais n'empêche qu'il n'y a pas une physique nouvelle. Sans doute, on connaît la physique, on l'a quelque part, si vous voulez. Donc, si on avait un étudiant super doué, eh bien, il devrait pouvoir, avec les équations qu'on lui donne, avec les lois qu'on lui donne, et les réactions chimiques qu'on lui donne, il devrait pouvoir trouver la vie. Alors, ça, il ne l'a pas trouvé. Bon,
ça m'a frappé parce qu'à l'université de Montpellier, justement, il y a un professeur qui s'appelle Auguste Coméras, qui travaille justement dans la chimie organique, il fait de la chimie organique, et qui fabrique des acides aminés, ce n'est pas mon domaine, des acides aminés dont l'un est la méthionine qui intervient dans les aliments, justement, les aliments de substitution là, pour les animaux. Donc il vaut mieux pas en parler. Donc il est en cheville avec Ron Poulenc, et il sait faire des acides aminés, lui, industriellement, il sait les faire. Donc il vous fait des réactions, il gagne du fric avec ça, et puis il vend ça à Ron Poulenc. Mais il dit qu'on ne sait pas faire cette méthionine dans un milieu aqueux, et on ne sait pas le faire dans un milieu justement qui n'est pas aqueux. Il faut à la fois la présence d'eau et à la fois l'absence d'eau. Bon, donc ça, si vous voulez, c'est frappant. Ça veut dire qu'on est en présence de réactions extrêmement complexes, mais il ne lui viendrait pas à l'esprit de dire « Attends, il y a des réactions chimiques que je ne connais pas ». Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est ça le point que je veux faire ressortir. Alors il est évident, c'est évident que la situation est d'autant plus frustrante. C'est-à-dire que je pense, donc je défends ce point de vue, si vous voulez, qu'on a la physique, elle y est là. Elle y est quelque part théoriquement, mais on ne sait pas l'appliquer. Il n'y a pas une nouvelle physique. Voilà. Donc, il y a du boulot. Donc, il ne faut pas me dire que je dis qu'on connaît tout, mais sans doute, si vous voulez, j'espère qu'on découvrira évidemment un jour, on ne va pas découvrir des réactions chimiques qui sont farfelues. C'est pareil, d'ailleurs, tout ce qui est, pour les spécialistes, tout ce qui est de l'ordre de la chimie interstellaire, enfin, il y a des tas de réactions qu'on ne pouvait pas imaginer. Si vous voulez. Quand on les découvre après, on se demande, mais cet élément-là, comment il s'est formé? Comment il a pu se former? C'est telle molécule, mais ce CH3, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Mais comment il a pu se former? Et puis on arrive à trouver une réaction, mais ce n'est pas des anges qui ont fait ça, hein, en général. Donc je veux dire, non, mais c'est vrai que c'est hyper dangereux le raisonnement, vous comprenez? Si on commence à dire, il y a des processus physiques qui ne sont pas connus, bon, on en vient à Dieu, la vie, elle a été faite, je ne sais pas comment. C'est hyper dangereux, ce genre de raisonnement. Donc je prétends que la physique, on la connaît. Mais donc il n'y a pas de question, si vous voulez, majeure de principe. Alors une toute petite parenthèse, si vous voulez, c'est un truc qui me tient un peu à cœur. Bon, je ne sais pas, ça peut se discuter. C'est que moi, si vous voulez, personnellement, je pense, ça c'est un peu de la provoque, si vous voulez, mais je ne fais pas de la provoque pour la provoque, si vous voulez. Mais je pense, si vous voulez, qu'à partir de cette proposition, on peut en déduire, pour moi, là c'est un petit peu un avis personnel, je le reconnais, que l'exploration spatiale a atteint ses limites. Tout simplement. En gros, hein, parce que je ne vois pas quelle source d'énergie on pourrait trouver. En gros, on a atteint la limite, on ne va pas trouver une physique nouvelle, il n'y en a pas. Et ben, il faut se débrouiller avec ce qu'on a. Et les lois de la physique, elles vont rester celles qu'elles sont, les lois de la physique. On ne va pas changer les lois des quantités de mouvement. Pour extraire une masse de la Terre, il va toujours falloir la même quantité de masse, etc. On ne va pas changer les lois. Donc on les connaît, si vous voulez, en quelque sorte. Bon, donc, excusez-moi, hein. Il fait chaud dans cette amphi. Voilà. Bon, ça, c'était la fin de cette première partie. Donc, c'est une transition, en quelque sorte, si vous voulez. Ça veut dire que, pour moi, opinion personnelle, notre patrie, c'est la Terre. En quelque sorte, on ne peut pas s'en sortir. Hein. À la rigueur, le système solaire. Bon, alors, deuxième épisode de l'histoire du XXe siècle. Voilà. Ça, c'est la fameuse galaxie d'Andromède. Donc, le deuxième épisode, il se place sous le signe de la galaxie, non plus des dinosaures. Alors là, on en est aux années 1920. Aux années 1920 a eu lieu un débat qui a acquis un caractère tout à fait symbolique et qui est connu chez les Anglais sous le nom de Great Debate, le grand débat. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1920? En 1920, il y a eu une espèce de congrès au cours duquel était débattue la question: les nébuleuses que l'on connaît dans notre galaxie, à savoir les nébuleuses type Messier, tous les objets de Messier, donc que les observateurs connaissaient, qu'on voyait à l'œil nu, c'est des objets un petit peu globuleux, nébuleux, d'où le nom de nébuleuse, qu'on voyait dans le ciel. Est-ce que ces nébuleuses appartiennent à notre galaxie, à notre Voie lactée, ou est-ce qu'elles sont extragalactiques? 1920, hein, 1920. Bon, alors il y a des partisans d'une hypothèse, des partisans de l'hypothèse. En gros, le dénommé Curtis défend l'idée des univers îles, en quelque sorte, c'est le terme qu'il employait, c'est-à-dire que
notre galaxie n'est qu'une galaxie parmi d'autres, c'est-à-dire que ces galaxies que nous voyons, ce sont d'autres galaxies, d'autres voies lactées. Donc, leur distance est supérieure aux distances caractéristiques de notre galaxie. À l'inverse, Shapley, qui est connu d'ailleurs pour une autre raison, je vais la dire tout de suite, pensait que univers, avec un grand U, égale notre galaxie. C'est-à-dire que l'univers se limitait à notre galaxie. Tout l'univers, c'était notre galaxie, c'est-à-dire l'ensemble des étoiles que nous voyons dans la Voie lactée. Bon, c'est quand même important comme question. Donc voilà, le grand débat, est-ce qu'il y a d'autres galaxies? Ces objets sont-ils extragalactiques? Ces objets ne sont-ils pas galactiques? Encore une fois, ça me frappe. Moi, j'insiste, enfin moi, ça me fascine, si vous voulez, que ce soit 1920. Quoi. C'est pas si vieux, finalement. Hein. En 1920, on ne le savait pas. Alors, donc, quelle est la distance de la nébuleuse d'Andromède? C'est la question qui est posée. Alors, la question a été réglée à l'aide par des moyens observationnels, à l'aide du 2,50 m du mont Wilson, qui a pu être mis en service à cette époque-là, et qui a permis, ce télescope était tellement puissant qu'il a permis de résoudre des étoiles de cette nébuleuse qui apparaît comme un globe tout à fait nébuleux, et on a pu observer des étoiles à l'intérieur de cette galaxie, individuellement. Donc il fallait un télescope quand même assez puissant. Et c'est Hubble et Humason qui ont fait les mesures, et ils ont découvert en particulier dans cette nébuleuse d'Andromède des objets dont vous avez certainement entendu parler, qui sont des étoiles variables qu'on appelle les céphéides. Et les céphéides, il se trouve que ces céphéides avaient été étalonnés par une astronome du nom de Henrietta Leavitt, je ne sais plus, quelques années avant. Comment 12, voilà, parfait, vous en savez beaucoup plus que moi, 1912. Donc voilà, ça avait été étalonné, donc elle avait établi une relation période-luminosité, c'est-à-dire que de la période observée des céphéides, ce sont des objets variables, donc il suffit de regarder la période, on pouvait en déduire la luminosité. Plus la période est grande, plus la luminosité est grande. Donc on avait une espèce de chandelle standard, c'est-à-dire qu'en observant la période de ces céphéides, on pouvait en déduire la luminosité vraie, et puis de la luminosité observée, on pouvait en déduire la distance. Donc le principe marche. Le verdict tombe en 1924-25. La nébuleuse d'Andromède est extragalactique, elle est située à l'extérieur de notre galaxie. Les distances se comptent en millions d'années-lumière, alors que les dimensions de notre galaxie elles, se comptent en dizaines, en centaines de milliers d'années de lumière. Donc voilà, ce débat-là a été clos, et à ce moment-là, la question se posait, mais alors, quelles sont les limites de notre univers? Du coup, l'univers apparaissait immensément grand. Parce que si notre galaxie n'est qu'une galaxie parmi d'autres, on voyait les nébules d'Andromède, jusqu'où ça va, ça? Combien il y a de galaxies? Est-ce qu'il y a il y a 5 galaxies, 10 galaxies? Est-ce qu'il y a des milliards de galaxies? Est-ce qu'il y a... Enfin, on va en parler, une infinité de galaxies. Bon, jusqu'où s'arrête l'univers? La réponse, à mon avis, enfin, disons une réponse pour être, si vous voulez être ultra prudent, plus que prudent, mais je dirais après par la suite la réponse pour moi, je vais m'expliquer sur ce point-là. Je dis au moins une réponse a été donnée à cette question que je qualifierais de question immémoriale, jusqu'où va l'univers, jusqu'où s'arrête l'univers. Alors c'est une question qui me fascine parce que tous les gamins se la posent, enfin tous mes gamins se la sont posés, certainement vous tous, vous l'êtes posé. Enfin, jusqu'où va l'univers? Si on va tout droit, qu'est-ce qu'on trouve? Est-ce qu'il y a une limite à l'univers? Qu'est-ce qui borne l'univers? Qu'est-ce qu'il y a après? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on peut imaginer notre univers? Il est infini ou quoi? Alors Einstein, quand même, il faut quand même le savoir, et je vais dire et redire que ce truc-là a été trop oublié, a quand même élaboré à partir de sa théorie de la gravitation un concept, qui est un concept tout à fait physique, qui est le concept d'univers fermé, d'un univers clos. Il l'a trouvé dans ses équations, il a construit un modèle d'univers, on peut dire qu'il l'a inventé dans ses équations, il a inventé un univers qu'il appelle un univers courbe, un univers clos. C'est quoi un univers courbe? C'est un univers dans lequel on ne peut pas s'échapper. Donc on y est dans notre univers, on ne peut pas en sortir. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'extérieur. Ça ne veut pas dire qu'il y a une frontière, ça veut dire que c'est une cage. La cage, ce n'est pas du tout la cage. Ça veut dire que cet univers, ce type d'univers, vous pouvez l'explorer entièrement, c'est-à-dire vous pouvez aller dans tous les coins, et jamais vous rencontrerez d'endroits singuliers, d'endroits bizarres, mais n'empêche que vous aurez pu l'explorer entièrement. Si vous voulez dire aussi, si vous continuez tout droit, vous reviendrez au même point. Enfin, je préfère dire que vous pouvez vous balader dans cet univers, compter toutes ces galaxies, je parle donc du type d'univers inventé par Einstein,
aller visiter toutes les galaxies sans jamais rencontrer de frontières, sans jamais rencontrer d'extérieur. Donc c'est un univers, si vous voulez, qui n'a ni intérieur ni extérieur. C'est amusant d'ailleurs parce qu'il y a 48 heures, là, j'avais un lecteur là, sur Internet qui me posait la question d'où vient le mot univers. Bon, mais attends, il me pose la question quelle est l'origine du mot univers et infini. Je dis bon, attends, bateau, c'est univers infini, infini du latin infinitus, univers, universus. Alors c'est amusant parce que je suis allé voir le Robert et ça m'a appris quelque chose quand même. Univers, ça vient aussi du mot versus, si vous voulez, en latin, qui veut dire replier en quelque sorte lui-même, tourner sur lui-même. Donc univers, c'est formidable, j'ai découvert ça il y a 2 jours. Ça veut dire en quelque sorte, c'est presque un pléonasme, c'est un univers fermé justement, c'est un univers qui est tourné de façon à faire un tout, universus. C'est un univers qui est replié sur lui-même, tourné sur lui-même de façon à faire un tout. Alors ce qui est difficile quand je parle de ça, c'est que les gens s'imaginent avoir compris. Alors quand j'ai fait des conférences quelquefois, à la fin de la conférence, les gens viennent me voir, bon alors donc si c'est une sphère, notre univers, etc., on peut aller autour. Mais ils n'ont rien compris, c'est justement pas une sphère. Bon, donc effectivement, c'est pas une sphère. Je ne dis pas que c'est une sphère. On le qualifie de sphérique, ce modèle, par opposition à un modèle dont on va parler après, qui est un modèle hyperbolique. C'est pas une sphère. Alors la difficulté, c'est facile. Si on ne comprend rien à ce concept d'univers fermé, je vais essayer de vous aider. Parce que pour moi, c'est important. Je trouve que c'est une réponse phénoménale, si vous voulez, qui est justement une réponse qu'on a oubliée, malheureusement. Alors pourquoi on ne peut pas l'imaginer? Pourquoi on ne peut pas le visualiser? Parce que la difficulté, c'est de le visualiser. Bon, ce que je vous dis, à la limite, vous pouvez l'admettre. Hein. Je vous dis, c'est un résultat. On voit cet univers sans pouvoir s'en échapper. Bon, ça, vous pouvez l'admettre, me croire. Si vous ne voulez pas me croire, je ne sais pas. Bon, mais je vais plus loin, je dis, on ne peut pas le visualiser, justement. Et pourquoi on ne peut pas le visualiser? Par définition même de la courbure. La courbure veut dire que, justement, vous ne pouvez pas le visualiser. Alors, quand vous ne comprenez plus rien à la courbure, vous savez ce que vous faites? Vous prenez un atlas, vous prenez un fauteuil, et vous feuilletez de l'atlas. Alors, vous vous asseyez, hein, et puis vous tournez les feuilles de l'atlas. Alors ça, c'est la Terre. Et qu'est-ce que vous remarquez sur cette Terre? Ben, il n'y a pas de doute, il y a des bords. Hein? Il y a un stick là, non? Bon, si, il est là. Donc voilà. Donc si j'essaye de représenter la Terre sur une surface plane, ben, vous voyez des bords là, hein, ici. L'Australie qui est coupée en deux, etc. Là, il y a un bord. Là. Bon, ce bord, vous croyez qu'il existe réellement? Bon, si vous envoyez un bateau là, ben, je doute qu'il tombe dans un gouffre. Hein. Donc c'est ça la courbure. C'est ça la courbure. La Terre est une surface à 2 dimensions. Quand vous essayez de la représenter, une surface courbe à 2 dimensions, quand vous essayez de la représenter dans un espace plat à 2 dimensions, eh bien, vous ne pouvez pas le représenter de façon globale. C'est impossible. Forcément, il va y avoir des déformations, forcément, il va y avoir des courbures. Vous pouvez inventer effectivement toutes les projections que vous voulez. Hein. Bon, forcément, il y a un bord, justement. Forcément, il y a un bord. Mais ce bord, il n'est pas vrai. Donc, vous ne pouvez pas visualiser la Terre sur une feuille à 2 dimensions. Et bien pour l'univers, c'est pareil. Le fait que l'univers soit courbe et fermé, ça veut dire que vous ne pouvez pas le visualiser à 3 dimensions. C'est impossible, justement. Alors, ça veut dire quoi, plus exactement? Ça veut dire que vous continuez à feuilleter votre atlas là, dans votre fauteuil, et puis qu'est-ce que vous voyez dans votre atlas? Vous voyez des planisphères comme ça, mais qu'est-ce que vous voyez encore? Vous voyez des cartes de certaines régions. Donc, c'est tout à fait au point. Donc, une carte d'une région, il n'y a aucun problème. Vous pouvez faire des petites cartes locales. À l'échelon de la France, vous pouvez faire une carte. Vous pouvez visualiser la France, l'Europe, etc. Pour l'univers, c'est pareil. Vous pouvez dresser un petit modèle, si vous voulez, de notre univers local, à 3 dimensions, avec des petites boules et des petites tiges. Ça marche. Localement, vous pouvez faire une carte. Localement, vous pouvez faire un petit modèle. Mais globalement, vous ne pouvez plus. C'est-à-dire que quand vous allez essayer d'assembler tous les cubes qui représenteraient des portions de l'univers, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous allez représenter chaque portion de l'univers par des petits cubes. Vous allez avoir des petits cubes ici, là, sur la table. Hein, et chacun représente une bonne portion, mais comme vous voulez, à 1% près, 2% près. Il suffit de prendre une surface d'autant plus petite
plus la surface sera petite, et moins la courbure se fera sentir. Donc la carte de France, en fait, la France, elle est plate à 1% près, à peu près, quand on s'amuse à calculer les distances relatives et les angles, par rapport à la géométrie euclidienne. Donc moi, j'ai mon univers ici, avec des tas de petits cubes, je m'amuse aux cubes. Donc je commence à mettre les cubes les uns à côté des autres, et puis patatras, de toute façon, vous aurez un bord. Mais ce que je dis, c'est que cet univers courbe, justement, il est représenté, si vous voulez représenter, c'est une représentation, mais elle est fausse. Donc vous pouvez aussi très simplement vous amuser à faire une sphère. C'est le même problème. Vous allez, au lieu de faire, vous allez faire un modèle sphérique. Ce modèle sphérique, il va avoir un bord. C'est un bord qui n'est pas vrai. C'était la même façon que je vous ai montré de voir un planisphère. Le bord qui existe, il n'est pas vrai. Voilà. Donc moi, j'insiste, je regrette, si vous voulez, que ce concept d'univers fini ait été oublié, parce que pour moi, bon, c'est un peu idiot, si vous voulez, c'est un peu enfantin, c'est un côté enfantin, d'essayer de faire une classification, soit un classement des découvertes du siècle. Mais moi, franchement, personnellement, c'est peut-être mon côté métaphysique ou je ne sais pas quoi, mais c'est une découverte qui me fascine. Je veux dire qu'avoir trouvé, si vous voulez, en 1930, avoir apporté la réponse à cette question immémoriale que nous nous posons depuis des dizaines de milliards d'années. Oui, voilà un concept qui est complètement physique, qui marche avec toutes les observations, ce concept d'univers fermé, et on l'a jeté aux oubliettes, on l'a oublié pour une mauvaise raison que je vais indiquer. Voilà. Alors, voilà. Donc, si vous voulez, ce que je veux dire, c'est que la conclusion, enfin, on va y revenir, mais la conclusion, c'est qu'effectivement, pour moi, nous vivons dans un univers fermé, donc on connaît quelles sont les limites de l'univers, il n'y a pas de limite. C'est un univers qui a, grosso modo, des dimensions de l'ordre ça se compte en dizaines de milliards d'années, en centaines de milliards d'années, ça m'importe peu, moi, en astrophysique. On sait que l'univers a un âge de l'ordre de 15 milliards d'années. Et puis voilà. Et c'est un univers qui n'a pas de bord, dans lequel nous sommes immergés sans pouvoir nous en sortir, parce que cet univers n'a pas d'extérieur. Le concept d'intérieur ni d'extérieur n'a pas cours. Voilà. Bon, si vous avez des questions, vous en posez. Je ne pense pas qu'il faille commencer le débat. Mais s'il y a des questions, si vous voulez, qui se posent de choses que vous n'avez pas comprises, bon, là, je suis prêt quand même à y répondre. Hein. Voilà. Bon, alors pourquoi je regrette donc que ce concept ait été oublié? Parce que, hélas, vous savez que maintenant, l'une des idées à la mode, c'est de dire « Ah ouais, mais l'univers est infini, peut-être. Enfin, est-ce que l'univers est ouvert ou fermé ?» En fait, dans les modèles d'univers d'Einstein, il y a deux solutions, effectivement. Il y a un univers qui est soit clos, du type de celui que je viens de vous décrire, donc qui est ce qu'on appelle un univers fermé. Et puis, dans les solutions mathématiques, il y a aussi un univers qui est dit ouvert, qui est aussi courbe d'ailleurs, hein, qui a le même concept de courbure. Donc, il n'est pas plat non plus, celui-là. Et puis, celui-là, il est infini. Voilà. Donc, grave question à l'heure actuelle, grosse question cosmologique à la mode. L'univers est-il fini ou infini? L'univers est-il ouvert ou fermé? Je dirais question vaine, inutile. Je vais essayer de le montrer. Voilà. Bon, alors, pour plusieurs raisons. Bon, ce débat est un débat qui n'a pas lieu d'être, qui n'a aucun sens, à mon avis. Bon, ça, c'est la conclusion de ce que je veux dire. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Je vais quand même essayer d'argumenter. Bon, il y a plusieurs raisons. Je les examine un petit peu à la suite. Bon, premièrement, j'affirme, je suis désolé de devoir filmer des choses, ça a l'air peut-être prétentieux, si vous voulez, mais je me sens obligé de le faire. Je dis que je soutiens, je défends l'idée que l'infini, ça n'existe pas en physique. Bon, l'infini, ça n'existe pas en physique. C'est-à-dire que l'infini, vous en parliez en maths, qu'il y a un modèle infini, ça ne me gêne absolument pas. Bon, les équations, que la fonction 1 sur x tende vers l'infini quand x tend vers 0, bon, moi, ce n'est pas mes oignons. Pour les matheux, c'est les matheux, ils font des infinis, ils parlent de l'infini, ils font ce qu'ils veulent avec l'infini. Je dis, en physique, on ne rencontre pas l'infini, ce n'est pas physique. Voilà. Alors, ça c'est un point important, donc on va apprendre à compter. Alors, on va apprendre à compter. Voilà. C'est une photo de classe. Il y a une fille qui est top mignonne, là. C'est ma fille, là, Élise. Bon, elle, on peut dire qu'elle est réussie, là. Et puis, vous en voyez un qui tourne la tête, là. Une petite fille qui ferme les yeux, là. Hein. Puis, je ne sais pas combien, 2, 3, 4, 5, il y a une quinzaine de gamins. Voilà.
Alors ça, c'est l'occasion de me poser un problème mathématique. On va poser un problème mathématique qui est le suivant. Je suppose qu'il y a une probabilité, si vous voulez, qu'un petit élève là, soit réussi, qui est égale à 1 sur 2. Donc il a une probabilité égale, soit d'être réussi, soit d'être raté, bon, grosso modo. Donc un gamin, là, une gamine, est soit réussi, soit raté. Vous comprenez ce que je veux dire là? Oui, soit la photo d'un individu, d'un gamin, soit elle est ratée, soit elle est réussie. Hein. Si, la photo, quand je prends la photo, pardon. Je ne sais pas ce que je dis, hein, moi. C'est vous qui écoutez. Moi, je ne m'écoute pas. J'ai dit que l'enfant était raté. Ah ben bravo. Je vais passer à la casserole. Bon, donc on parle bien de photos. Tous les enfants sont réussis. Mais la photo, elle peut être réussie ou ratée. Donc, problème mathématique, s'il y a une chance sur 2, eh ben, je vais prendre des photos, on va supposer que c'est à peu près réparti au hasard. Bon, le problème, il est mathématique, hein, on peut m'enquiquiner qu'effectivement, l'hypothèse est fausse. Bon. Donc, combien faut-il prendre de photos en moyenne pour réussir une photo, hein, pour avoir une bonne photo réussie dans le lot? Alors ça, c'est un problème mathématique facile à résoudre. Bon, pour une personne, c'est facile. Hein. De toute façon, comme il y a une chance sur 2, qu'il faut prendre en gros 2 photos. C'est-à-dire que vous avez une chance sur 2 de réussir la photo. Donc il faut en gros en prendre en 2. Chaque fois, il y a le nombre de photos total. Alors, supposons qu'on ait trouvé le nombre de photos pour 6 élèves, pour 6 gamins. Je ne sais pas, moi, Alain, Vincent, etc. Bon, on sait qu'il faut tant de photos pour, en gros, qu'il y a tant de photos possibles, on va dire. Bon, ça, c'est le terme mathématique, il y a tant de photos possibles. Bon, donc pour 6 élèves. Maintenant, je rajoute Sophie, par exemple, 7e élève. Eh bien, le nombre de photos possibles avec Sophie, ben, c'est facile à calculer. C'est le nombre de photos possibles qu'il y avait avec les tous moins Sophie. La série avec Sophie, la photo de Sophie réussie, pardon. La photo de Sophie réussie et une série supplémentaire avec la photo de Sophie ratée. Donc ça fait 2 fois, quand j'ajoute Sophie, ça fait 2 fois le nombre de photos. Donc chaque fois que vous rajoutez un gamin, une gamine, vous doublez le nombre de photos possibles. D'accord? Ça, vous suivez là? Bon, donc facile. Donc facile. Donc pour 10 gamins, qu'est-ce qu'il faut? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Donc il faut 1024 photos en moyenne pour réussir une photo, pour avoir une photo réussie d'un groupe de 10 gamins. Hein, 1000, c'est 1024. Donc, si vous voulez, on probabilise, ça veut dire qu'il y a une chance sur 1000 de réussir une photo de groupe de 10 élèves, dans le cadre de mes hypothèses. Finalement, on suppose qu'il y a une chance sur 2. Voilà. Bon, alors si vous en prenez 30 maintenant, donc on est né à 1000, si vous en prenez 30, 3 fois 10, mauvaise réponse, 3000 évidemment. Hein, ça, c'est la mauvaise réponse. S'il y en a qui veulent répondre ça, ils se sont trompés. 30, c'est pas 3 fois 10. Hein. 30, c'est 10 plus 10 plus 10. Il faut additionner dans ce truc. C'est 10 plus 10 plus 10. Et chaque fois que vous avez des 10, vous multipliez par 1000. Donc 10 plus 10 plus 10, c'est 1000 fois 1000 fois 1000. Donc 1 milliard. Donc 1 milliard de photos en moyenne. C'est-à-dire que la probabilité pour réussir une photo d'un groupe de 30 personnes est égale à 1 milliard. Bon, on va voir. Continuons. Maintenant, donc j'en prends. Donc on est à 10 puissance 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Hein, d'accord? 10 puissance 9. Donc pareil, maintenant, je ne suis pas du tout chauvin. Hein. Pas du tout chauvin, ça c'était un congrès qui avait lieu évidemment à Montpellier. Au quorum de Montpellier, je ne sais pas, bon, mettons qu'il y a 300 personnes, donc il y a la probabilité pour réussir cette photo. Alors 300, ben, vous allez me dire, 300 c'est 10 fois 30, hein, c'est pas... Alors, encore raisonnement faux. 300, c'est 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30 plus 30, 10 fois. Hein, on est d'accord. Donc il faut additionner. Donc chaque fois que j'additionne, moi, eh ben, 10 puissance 9 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9. Donc en fait, la probabilité pour le nombre de photos, si vous voulez, possible d'un groupe de 300 personnes est de 10 puissance 90. Voilà. 10 puissance 90. Alors, est-ce que vous savez quel est le nombre d'atomes dans l'univers?
On va le calculer, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Alors, il y a toujours des gens qui me demandent d'où ça vient. Moi, je veux le faire, hein, c'est pas trop compliqué. Le Soleil, en grammes, parce que les astrophysiciens aiment bien compter la masse du Soleil en grammes, c'est 10 puissance 33. Donc, de 33. Enfin, de 10 puissance 33, les facteurs, ça met. Combien il y a d'atomes là-dedans, protons, on va dire, bon, la masse du proton, c'est 10 puissance moins 24 dans les mêmes unités. Donc il faut diviser par 10 puissance moins 24. Donc ça revient à ajouter 24. Donc ça veut dire qu'on a 57, en gros, hein, 10 puissance 57 atomes dans un soleil. Combien il y a de soleils dans la galaxie? Alors là, vous me dites ce que vous voulez. Moi, je ne sais pas. 10 puissance 11, on va dire, hein, 100 milliards. Une fois, j'ai fait une conférence, j'avais dit 2 milliards de soleils. Je me suis fait... Bon, on m'a dit, ouais, un peu faible, votre galaxie. Bon, depuis, je pousse dans l'autre sens. Donc, et puis combien de galaxies? Ben, écoutez, pareil. Hein. Alors, on arrive à 79, et ben, on va dire 80. Hein. Donc, 10 puissance 80 atomes. Bon, alors quel est l'enseignement que je veux tirer là, de ce truc-là? C'est amusant peut-être. Voilà. Ben, y en a plusieurs. Le premier, c'est que l'univers... Enfin, il y en a plusieurs. Donc, le premier, c'est que l'univers est fini, justement, en manipulant en physique des nombres qui sont finis. C'est-à-dire, d'un côté, il y a les mathématiques où je peux fabriquer d'une façon qui a l'air complètement anodine. Je vous pose un problème, tac, quelle est la probabilité pour trouver un truc, une photo réussie pour un groupe de 300 personnes? Attends, c'est un problème qui ne paraît pas dangereux. Hein. Il n'est pas dangereux. Il paraît simple, d'une simplicité enfantine, on va dire, et crac, vous tombez sur un nombre qui est 10 puissance 90. Or, en physique, il faut le savoir quand même, ça, j'énonce une vérité, personne ne peut me contredire là-dessus. En physique, quelle est l'échelle des nombres? On ne manipule que des exposants qui sont à 2 chiffres en physique. Exemple, la taille de l'univers. La taille de l'univers, c'est quoi? Bon, je viens de vous donner un nombre à 2 chiffres dans l'exposant 10 puissance 80, le nombre d'atomes, qui est le nombre le plus grand que je puisse inventer. La taille de l'univers, ben, c'est facile, hein. C'est, on va dire, 10 milliards d'années, donc 10 puissance 7, non, 10 puissance 10, pardon, 10 puissance 10 ans, et une année, c'est en gros 10 puissance 7 secondes. Donc, en temps, la dimension de l'univers, c'est de l'ordre de 10 puissance 17 secondes. Voilà la dimension de l'univers visible. En gros, hein. Donc vous voyez, attendez, mais ça, c'est un nombre astronomique, ça? Oui, c'est un nombre astronomique. C'est un nombre astronomique. Mais sur l'échelle des puissances de 10, c'est, je vais dire ridicule, enfin, bon, n'exagérons rien, mais bon, c'est minuscule. Et quelle est l'échelle des distances que nous connaissons? Quelle est l'échelle que nous couvrons en physique? Eh bien, nous allons de cette dimension qui est la dimension maximum à la dimension minimum dont on parlera tout à l'heure, qui est l'échelle de Planck, 10 puissance moins 43 secondes. Donc, c'est-à-dire que l'échelle des nombres physiques en temps, en longueur, elle est couverte par 10 puissance 60. Donc, on a une échelle de 10 puissance 60. Alors, ce qu'il est important de voir, c'est que c'est à la fois phénoménal et à la fois rien du tout du point de vue mathématique. C'est là où je veux mettre le doigt. Hein, c'est là où ça fait mal. C'est-à-dire que c'est un truc complètement astronomique. Seulement pour un matheux, c'est rien. 10 puissance 60, attendez, moi je vous le fabrique comme rien. 10 puissance 60, je vous donne un problème mathématique, quelle est la probabilité pour que, et crac, vous allez tomber sur des nombres qui sont démesurément beaucoup plus grands que l'échelle physique. Donc ça, c'est mon point, mais j'y tiens mordicus. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire le contraire. En physique, vous ne manipulez que des nombres finis, et en plus, c'est des nombres, si vous voulez, qui sont des nombres sur l'échelle des puissances de 10 qui sont à 2 chiffres. En physique, il n'y a pas de 10 puissance 10 000, 15 000, etc. Ce n'est pas vrai. Bon, donc, première constatation, vous avez beau parler de l'univers, qu'on n'a eu pas à me dire qu'on peut parler de l'univers à des échelles qui sont de l'ordre de 10 puissance 60, 90, 10 000, etc. Ça n'a aucun sens, c'est complètement... bon, je suis un peu désolé, disons pas le mot, ça n'a pas de sens. Je veux dire qu'on en est à 17, et vous voudriez qu'on aille à 10 000, 20 000, etc. Donc ça veut dire que si vous parlez de l'univers, vous ne pouvez parler que de l'univers qu'on va qualifier de local. Bon, local, ça veut dire quoi? De l'échelle de 10 milliards d'années. Bon, mais ne vous amusez pas à balancer des puissances de 10 comme ça, n'importe où, en me disant oh, l'infini. Dans l'infini, ça n'a aucun sens. Aucun.
Parce que l'infini, ça va loin. On en est bien loin. Non, mais on en est bien loin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, le problème, si vous voulez, il est purement mathématique. C'est pour ça que je me suis attardé à ce problème de probabilité. C'est-à-dire que les mathématiciens, et surtout en probabilité, peuvent fabriquer, mais comme ça, des nombres qui dépassent toute échelle physique. Toute échelle physique. Et ça, c'est donc, si vous voulez, un danger. Alors, un petit sous-produit, d'ailleurs, de ce truc-là. Un petit sous-produit, c'est que, vous avez certainement entendu parler, ça c'est aussi un truc qu'on dit partout, qu'il y a des tas de planètes dans l'univers. Il y en a des tas, des tonnes. En général, on ne vous précise pas, il y en a même carrément une infinité de planètes dans l'univers. Alors moi, je vous dis ce soir, et bon, je suis prêt à le défendre, c'est pareil, que du point de vue des calculs des probabilités, je dis bien du point de vue d'un calcul des probabilités, le nombre de planètes dans notre galaxie, dans l'univers, est ridiculement petit. Ridiculement petit. Parce qu'on le connaît. C'est de l'ordre de 10 puissance 12. Mais attendez, c'est rien 10 puissance 12, je veux dire que 10 puissance 12, c'est en probabilité, quand vous manipulez des probabilités, c'est le nombre de photos qu'il faut prendre pour avoir une photo réussie dans un groupe de 40 élèves. C'est ridicule. Donc qu'on ne vienne pas me dire, quand on fait appel à des calculs de probabilité, vous voyez à quoi je fais allusion. Donc si on raisonne en termes de probabilité, c'est tout petit. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas astronomique, ça dépasse l'entendement. 10 puissance 12, moi je ne sais pas le concevoir. Mais 10 puissance 12, comme je le disais là récemment, 10 puissance 12, vous pouvez appeler toutes les planètes de la galaxie, s'il y a un 10 puissance 12, avec un numéro à 12 chiffres. Enfin, c'est rien, hein. Je peux vous donner un numéro d'une planète, c'est un numéro à 12 chiffres. 10 puissance 12, c'est le nombre de combinaisons de 12 chiffres. Voilà. Alors, ce que j'ai en tête, évidemment, moi, je ne vais pas le cacher, je ne suis pas un faux cul, là, comme ça. Bon, j'ai effectivement en vue, si vous voulez, l'apparition de la vie. Ça veut dire que si on examine cette vie, si vous voulez, en termes de probabilité, 10 puissance 12, c'est tout petit. Et il s'agit de savoir, si vous voulez, si trouver le code de la vie, si on peut appeler le code de la vie, si trouver la vie, c'est trouver un nombre de 12 chiffres. Bon, si c'est aussi simple que ça, effectivement, il y a peut-être des chances qu'il y ait des planètes. Mais si le code de la vie, au sens où je l'entends, est plus grand que 12 chiffres, eh bien à ce moment-là, vous avez zéro chance qu'il y ait de la vie dans la galaxie. Donc qu'on ne vienne pas me dire, c'est une erreur, je regrette, vous voyez. Quand vous entendez dire il y a beaucoup de planètes dans la galaxie, ce n'est pas vrai. Il y en a très peu. Encore une fois, je mets à côté d'un point de vue du calcul de probabilité. Bon, je ne vais pas les voir toutes, etc. 10 puissance 12, c'est énorme. Hein. C'est astronomique, si vous voulez. Mais astronomique ne veut pas dire, dès qu'on manipule des probabilités, vous manipulez des nombres qui n'ont plus aucun sens, aucun rapport avec la physique. Voilà. Alors, bon, le deuxième point, si vous voulez, j'étais dans le débat fini-infini, si vous voulez, cet univers ouvert ou fermé. Le deuxième point qui me fait dire, si vous voulez, que l'alternative ouvert et fermé n'est pas un débat qui a lieu d'être, c'est le fait suivant. Non, je n'ai pas d'illustration pour ça. Notre univers est en expansion. Ça, vous le savez, on va l'admettre. Notre univers est en expansion. Bon, alors vous, est-ce que vous êtes en expansion? Cette salle, est-ce qu'elle est en expansion? Paris est-il en expansion? La Terre est-elle en expansion? La galaxie est-elle en expansion? Ce n'est pas une mauvaise question. Hein. La réponse est non. Nous ne sommes pas en expansion. Alors on peut dire que si on était en expansion, je dis non, ça ne se verrait pas. Nous ne sommes pas en expansion. La Terre n'est pas en expansion, la galaxie n'est pas en expansion. Bon. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le modèle d'Einstein dont on parle, auquel se réfère toute la cosmologie actuelle, et je dis bien tout avec un grand T, même deux grands T, ce sont des modèles qu'on appelle les modèles homogènes de Friedman, qui sont des modèles homogènes et isotropes. Donc on suppose que la masse est répartie de façon homogène. Effectivement, là, à ce moment-là, tout est une expansion. C'est-à-dire que pour notre univers, ça correspondrait, si toute la masse, si vous voulez, de notre univers était répartie de façon uniforme, ça voudrait dire qu'on aurait un atome par mètre cube à peu près, donc c'est quasiment rien. Mais malheureusement, notre univers n'est pas comme ça. C'est clair qu'il n'est pas comme ça, puisque je vous le dis, les galaxies ne sont pas en expansion. Bon, s'il n'y avait que les galaxies, à la limite, il n'y aurait pas trop de problèmes. Parce qu'on pourrait dire, bon, bah, les galaxies, on prend l'image d'une pièce de monnaie, si vous voulez, qui est fixée sur un ballon, les galaxies ne sont pas en expansion, d'accord, ok, admettons ça. Et là, ce n'est pas si simple que ça, parce que les galaxies ne sont pas en expansion, mais malheureusement, les astronomes, ils ont trouvé des amas de galaxies. Alors, si les galaxies ne sont pas en expansion, si les galaxies étaient réparties, vous voyez, uniformément, on pourrait admettre que l'univers est un ensemble de points constitués de galaxies. Bon, donc
ça, à la limite, je suis prêt à l'admettre. Bon, mais les malheureuses galaxies, elles ont la mauvaise idée de se coller en amas. Donc les amas sont-ils en expansion? Bon, les amas, en gros, on va dire qu'ils ne sont pas en expansion maintenant. Et puis c'est pareil, les amas, ils ont la mauvaise idée de se grouper en superamas. C'est-à-dire que l'univers, il est peuplé de structures. Ce n'est pas dans cet institut des grandes structures, là, comme contredira, justement, il y a des tas de chercheurs ici qui ont travaillé dans ce domaine-là, à la découverte justement des structures des galaxies, si vous voulez, qui ne se répartissent pas de façon isotrope. Et donc on voit des structures dans l'univers. L'univers n'est pas homogène. Mais alors là où justement le problème commence à devenir grave, c'est que on va être, si vous voulez, dans des amas de galaxies, des superamas, et là on arrive à une limite où on ne sait plus ce qui est en expansion et ce qui n'est pas en expansion. Donc là, là, il y a un credo, il n'y a pas de calcul, je vous dis tout de suite, parce qu'on a d'autres choses à faire en cosmologie à l'heure actuelle. On n'a pas le temps de s'occuper des univers inhomogènes, parce qu'il y a des manips à faire marcher, et puis il y a des programmes à faire tourner, il faut publier des articles. Donc on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Donc on prend les univers homogènes, plats, etc., crac. Et donc on ne s'occupe pas de ça. Alors ce qui est grave, c'est qu'à la limite, bon, à l'heure actuelle, si vous voulez, on peut admettre peut-être, je ne suis pas spécialiste de la question, je ne vais pas me prononcer, on peut admettre, si vous voulez, qu'effectivement, on a des superamas qui ne sont pas en expansion, et qu'on est en espèce de ce qu'on appelle un fluide cosmologique qui, lui, est en expansion, donc c'est l'expansion universelle. Et puis là-dessus, se greffent plus ou moins bien donc des mouvements qui sont des mouvements, on va dire, individuels, qui ne participent pas de l'expansion universelle. Bon, à la limite, d'accord, mais seulement quand on remonte dans le temps, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous rendez compte que si on peut comprendre, ça se démontre un peu, que si ces superamas de galaxies sont isolés les uns des autres, bon, on revient à une espèce d'homogénéisation, on peut dire que l'univers est peut-être homogène. Mais qu'est-ce qui se passe quand on remonte dans le temps? Il est évident que toutes ces structures, elles ont tendance à être beaucoup plus proches les unes des autres. Donc il est évident, si vous voulez, mais c'est de l'évidence qu'on arrive à un moment où on va avoir, au début de l'univers, au moment justement où les galaxies se forment, où il va se former des condensations, ces condensations, forcément, elles ne peuvent pas être décrites, si vous voulez, par un modèle qui est homogène, puisque justement, elles se forment des condensations. Et justement, elles sont la limite. On ne peut pas distinguer à ce moment-là entre fluide cosmologique, expansion, si vous voulez, universelle, et mouvement des particules. Donc là, il y a un énorme problème. Et je dis que tant que ce problème-là n'est pas résolu, n'est pas envisagé, pour moi, si vous voulez, le débat ouvert et fermé n'a aucun sens. C'est-à-dire que tant qu'on en reste au modèle homogène isotrope de Freeman, Robertson, Walker, là, comme on les appelle, les FRW, on est à côté de la plaque, parce qu'on ne peut pas examiner le problème. Donc ça, c'est la deuxième raison qui me fait dire que le débat, si vous voulez, fini-infini, n'a pas de sens. Une autre façon de dire l'histoire, c'est que, une autre façon de dire cette chose, c'est que vous pouvez inventer des tas d'univers possibles. Vous comprenez, on se limite aux univers FRW, là, bon, aux univers homogènes. Mais il est évident que vous pouvez toujours imaginer un univers qui va se refermer à très grande distance, c'est-à-dire que notre univers peut être localement ce que vous voulez, localement sur 10 milliards, 100 milliards d'années, et puis à grande distance, il va être je ne sais pas quoi. Il peut se refermer, justement. Donc quand on parle d'univers infini, c'est complètement absurde. Il y a toute une classe d'univers, si vous voulez, qui s'offre à notre imagination, à notre calcul, qu'il faudrait examiner. Mais tant qu'on en reste au modèle homogène isotrope, moi je prétends que le jeu n'en vaut absolument pas la chandelle, que le débat n'a pas lieu d'être, et que ce débat est complètement inutile et vain et futile, voilà, si vous voulez. Donc ça vise effectivement toutes les recherches, si vous voulez. C'est vrai que, bon, j'y vais un peu fort, mais toutes les recherches qui se font autour des fameux paramètres cosmologiques. Donc si vous voulez, pensez, si vous voulez, qu'on va pouvoir décrire l'univers à l'aide de 3 ou 4 paramètres, moi ça relève de la plus haute fantaisie. Alors bon, il y a une illustration qu'on peut donner, si vous voulez, voilà. 3 ou 4 paramètres, si vous voulez, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement, un univers dans le... Bon, je mets des équations, là. Ça, c'est les équations d'un univers fermé, donc c'est quand même assez formidable. Je veux insister sur la simplicité de cette équation. Ça donne simplement l'évolution du rayon de l'univers, petit a, et du temps, de l'âge de l'univers, en fonction d'un paramètre état qui est un paramètre angulaire, peu importe, qui va varier entre 0 et pi, et qui en fait représente physiquement, en unité convenable, la distance à l'horizon cosmologique. Vous savez qu'on ne voit pas tout l'univers, on le voit jusqu'à l'horizon. L'état, c'est la distance à l'horizon. Donc ça varie, ça va passer par un maximum, etc. Bon, ce sur quoi je vais insister, c'est la simplicité de ce truc-là. Bon, alors,
moi, ce qui me frappe un peu, ce n'est pas un argument, c'est un argument que je vais qualifier d'argument d'avocat, c'est-à-dire que non, ce n'est pas un argument très fort, si vous voulez, pour essayer de vous convaincre. Mais est-ce qu'on peut penser, si vous voulez, qu'un univers qui est notre vrai univers comme ça peut être décrit par 2 ou 3 paramètres? Bon. Je vous laisse juger, si vous voulez. C'est-à-dire que pour moi, c'est une évidence un peu que l'univers est beaucoup plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué qu'un modèle isotrope, homogène isotrope. Bon, alors il ne faut pas prendre ce que je dis de travers. C'est quand j'ai l'air de taper sur le modèle homogène isotrope, en fait, je l'apprécie beaucoup, d'après ce que j'ai dit avant, justement. Je ne dis pas du tout qu'il est faux, je dis qu'il est insuffisant à l'heure actuelle, mais je pense simplement qu'il a donné tout ce qu'il pouvait donner. Mais pour moi, encore une fois, c'est l'une des meilleures découvertes du siècle. Et ce modèle d'univers homogène, eh bien, il est parfait en un certain sens. Il est bien, il représente bien la réalité pour moi. Mais il est tout simplement insuffisant. Il ne faut pas lui faire dire plus que ce qu'il ne veut dire. Autrement dit, bon, si vous voulez, la Terre est ronde, bon, ça c'est un résultat, ça suffit. De là à dire que la Terre est une sphère parfaite, bon, ben, il y a un pas que je ne franchis pas. Donc l'univers, il est presque un univers homogène de Friedman-Lemaitre, c'est formidable, voilà. Mais ça suffit, on en reste là et on ne s'engage pas dans des débats, si vous voulez, qui n'ont pas d'importance. Voilà. Alors voilà, ben, comme de bien entendu, ça fait 1 heure. Comme de bien entendu, il reste un troisième épisode que je n'ai pas. Voilà. Bon, qu'est-ce que je fais? Dilemme. Écoutez, peut-être qu'il y aura des questions. En fait, je préfère, à la limite justement, peut-être que les questions viendront. Le 3e épisode était, ben, je vous le dis si vous voulez le titre, et puis à la limite, on peut en parler ou on peut en parler. Le 3e épisode était cette crise de la physique qui a eu lieu après la découverte de la structure de l'atome. Rutherford, c'était 1911. C'était la plus grande crise de la physique qui a été ouverte de tous les temps. On a découvert en 1911 que l'atome était formé d'un noyau et d'un électron. Donc c'était en gros la plus grande révolution, disons, scientifique sur l'idée qu'on avait de la matière depuis effectivement le temps de Démocrite. Attends, c'était des atomes, et là on découvrait à crac un proton et un électron. En plus, c'était le vide total d'ailleurs, parce qu'entre le proton et l'électron, je ne m'en souviens jamais, mais si vous ramenez le proton, donc le centre du noyau à une bille, votre électron il est situé à 1 km. Donc ça veut dire que la matière c'est du vide en fait. Bon, mais le problème qui se posait, il était bête comme chou. Un proton et un électron. Là, les jeunes, là, vous pouvez demander à votre prof de physique, mais comment ça tient un proton et un électron? Attends, il y en a un qui a une charge positive et l'autre une charge négative, ça s'attire, comment ça tient? Bon, ben, c'était ça la crise de la physique. Parce que rien ne permettait d'expliquer que la matière pouvait exister. En fait, quand vous dites cette force d'attraction elle est compensée par une force centrifuge parce que l'électron tourne autour du proton, ça ne marche pas. Ça, c'est de la bibine. Ça ne marche pas tout simplement parce que l'équilibre est instable. Si vous appuyez un peu sur la matière, votre électron il va scratcher sur le proton. Donc on ne comprenait pas, c'était la plus grande crise de la physique, on ne comprenait pas pourquoi la matière pouvait exister. Et ça me ramène à l'infini. On était confronté à quoi? On était confronté au zéro et à l'infini. On était confronté à un truc qui tendait vers l'infini. Le noyau, l'électron devait tomber sur le noyau inexorablement. Alors, ce qu'on pourra discuter, on va pouvoir en parler un peu, c'est qu'on en est au même point maintenant. Figurez-vous qu'on a encore atteint un état de crise encore peut-être plus grave. On en est au même point, on est confronté au zéro et à l'infini, ou dans les trous noirs et au Big Bang. C'est-à-dire qu'on est ramené exactement au même problème. C'est-à-dire qu'on est confronté à un trou noir, c'est quoi? C'est un objet en effondrement inexorable qui ne s'arrête pas sur lui-même. Donc on est confronté à une absence de limite. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas. Et au Big Bang, quand vous parlez toujours du temps zéro, qu'est-ce qui se passe à zéro? Mais zéro, la physique ne connaît pas zéro. C'est ce que je disais il y a une demi-heure. La physique, zéro ne connaît pas. L'infini ne connaît pas. Zéro, c'est le diable dans le bénitier, on ne peut plus faire. La physique, il va à ses charges d'études, il va dans les champs, il va ramasser des fleurs, il ne peut pas gérer l'infini, il ne peut pas gérer le zéro. Alors en fait, c'est plus grave que ça, notre crise, parce que comment elle a été résolue, cette crise? Elle a été résolue en changeant de problème. C'est-à-dire que le problème, effectivement, d'un électron, qu'est-ce que j'ai cassé? Bon, j'arrête. Comment ça s'accroche, ça? Hein? Je n'ai pas le pincer, moi. Ah oui, il est là. Je suis désolé. Hein.
des bêtises. C'est le Big Bang. Ça y est, ça marche? C'est ça, comme ça? C'est le Big Bang. Bon, alors c'est plus grave parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pas que nous ne savons pas, je dirais que nous savons que nous ne savons pas. C'est-à-dire que je prétends que nous savons que nous n'avons pas les moyens de résoudre les problèmes. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que notre physique actuelle, qui est basée sur la relativité générale et sur la mécanique quantique, eh bien, passez-moi l'expression qui est un peu vulgaire, mais elle se casse lamentablement la figure aux échelles de Planck. Donc on sait que notre physique n'est plus valable, on sait qu'elle n'est pas capable de traiter ce problème-là. Alors je termine donc ce que je disais, comment on a résolu le problème de l'électron et du proton? Vous savez, on a changé de problème, mais alors complètement. Le problème classique, c'était la trajectoire d'un électron autour d'un proton. Attends, mais rien à voir. On t'a balancé une équation de Schrödinger avec des fonctions non, etc. Ça n'avait plus rien à voir. On a changé de problème. C'est-à-dire qu'on a changé complètement les concepts. C'est ça qui me paraît important, vous voyez. On n'était plus du tout dans le concept classique. Dans le concept classique, un électron et un proton, ce n'est pas stable. Ça ne marche pas. Ce problème-là, il n'a pas de solution. Alors moi, je prétends que maintenant, on est au même point. C'est-à-dire que la mécanique quantique et la relativité générale, elles ne s'entendent pas, justement. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas continuer à travailler avec elles. Ça, ce n'est pas possible. Parce que moi, je dis qu'on sait que ça ne marchera pas. On sait que ça ne marchera pas. Il y a une raison très simple, d'ailleurs, que je peux vous donner aussi. Outre que, effectivement, toute notre physique tombe à l'eau, hein, il n'y a plus de physique. Mais il faut changer les concepts. Quand vous parlez de masse, de temps, etc., on ne connaît pas. Il faut inventer autre chose. Je ne sais pas quoi. Hein. Bon, je me retranche derrière une remarque, justement, de Laurent Notal, que vous devez connaître, qui, dans son bouquin, fait cette remarque qu'on attache beaucoup d'importance à la mécanique quantique comme si c'était la panacée. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, pour beaucoup de scientifiques, la mécanique quantique, c'est juste, entre guillemets, c'est la référence, si vous voulez. Et en quelque sorte, il faudrait que la relativité s'adapte à ça. Quand vous avez de grands savants, Hawking, etc., qui vous écrivent des équations, ils font référence à une équation de la mécanique quantique. Or, je reprends à mon compte quand même cette remarque de Laurent Notal. Laurent Notal fait remarquer que l'espace-temps de la mécanique quantique, c'est un espace-temps absolu. C'est-à-dire que c'est un espace-temps plat, il n'y a pas de masse, pas la moindre masse. Donc c'est un espace-temps qui est déjà, de toute façon, contradictoire avec la relativité générale. Donc il ne faut pas s'étonner, si vous voulez, qu'au bout du compte, évidemment, ça ne marche pas. Bon, ça veut dire qu'effectivement, si vous voulez, pour aller jusqu'au bout de ma thèse, ça veut dire que je pense que si on n'a pas de nouvelles physiques, je dis bien de nouvelles physiques, mais une nouvelle physique justement du type peut-être de celle qu'essaye de faire Laurent Notal, quelque chose de vraiment nouveau, où les concepts de temps et d'espace soient remis en question, une structure qui était aussi différente que la mécanique quantique, si vous voulez, vis-à-vis de la mécanique classique, eh bien, je pense qu'on ne trouvera rien, hein, en particulier en ce qui concerne effectivement l'origine de l'univers. Alors quand il y a des gens qui parlent on parlera peut-être du Big Bang et de la création du monde, attendez. Il faudrait peut-être être un peu sérieux, moi je veux bien, mais moi ça me paraît complètement aberrant. Je prétends qu'on sait qu'on n'a pas les moyens. Je ne dis pas qu'on n'a pas les moyens, je sais qu'on n'a pas les moyens. Voilà. Bon, alors voilà, écoutez, je vais arrêter, là, de toute façon je vous laisse parler. Moi, j'ai pas la conclusion, moi j'avais une conclusion, donc je la donne, j'ai une conclusion. La conclusion, c'était, si vous voulez, c'était un espèce de panorama, ce que savaient pas mes parents, ce qu'on sait maintenant au bout d'un siècle. Moi, la question qui me tracasse le plus à l'heure actuelle, que j'aimerais que mes enfants aient la réponse, ou même avant de mourir, je ne sais pas, qui sais-je, la question qui m'intéresse le plus, c'est d'où vient l'eau sur Terre. Voilà. Je vous la laisse à votre réflexion. On ne sait pas. Tout le monde parle d'eau, on ne sait pas. Voilà. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Voilà, donc merci Christian. Je suppose que tu as soulevé beaucoup de questions et que je présume qu'il va y avoir des réactions dans la salle, soit de la part de nos astronomes de l'IAP, soit de la part du public. Voilà, donc vous posez la question, je vous tends le micro. Pardon. Merci. Au début du siècle, il y avait une crise. Ici, je suis près de la caméra. Il y avait une crise sur la vitesse de la lumière. Et vous n'avez pas cité deux contestataires notoires du milieu du siècle, Paul Feyerabend et Maurice Allais, qui ont indiqué que
expériences répétées de Kaufmann, Dayton Miller et d'autres, et Maurice Allais lui-même, remettaient en cause la relativité restreinte et la relativité générale. Et donc il fallait revoir toute cette partie de la physique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est pas le sujet que je traite. Là, vraiment, je n'en pense rien. Vous prononcez des mots que je ne connais pas. Je parle de la physique, si vous voulez, qui est connue, reconnue. Peut-être vous m'en voudrez, mais bon. Si vous voulez, l'une des idées que j'ai, que je peux défendre, un point de vue, si vous voulez, un peu général, c'est que je ne supporte pas, mais parmi chez mes collègues aussi, si tu veux, qu'on critique une théorie à partir de seuls faits observationnels. J'ai eu trop de mauvais exemples dans ce sens-là. Pour moi, si vous voulez, on part d'une théorie, une théorie doit être bonne. Lorsque Einstein a trouvé l'expansion de l'univers, il n'a pas essayé de faire coller une théorie à des observations. Il a trouvé ça sur son papier, dans son cerveau, il a développé. Donc il faut qu'une théorie soit bonne. Et les théories, si vous voulez, qui se contentent de s'ajuster d'observations, je ne veux pas en entendre parler. Donc quand on me dit « Ah, il y a une expérience qui montre que… » Montrez-moi une théorie, c'est tout. C'est peut-être violent comme réponse, mais je veux dire que c'est mon point de vue. Je ne crois pas, si vous voulez, qu'il y a des expériences qui permettent de contredire une théorie. Ça, c'est… L'expérience de Michelson a quand même… Il y avait… Bon, j'essaye de m'expliquer, vous me comprenez peut-être, si vous voulez. Bon. Non, c'est pas clair ce que tu dis, Christian. Ah, c'est pas clair. Bon, alors je m'explique. Je suis désolé. Même moi, je ne comprends pas. Bon, alors ne comprenons pas, ne prenons pas je ne veux pas me lancer dans des généralités, prenons des exemples, alors, si vous voulez. Prenons des exemples simplement. Donc, cette théorie d'Einstein de la relativité restreinte, il y a effectivement un truc qui était inexpliqué, qui a été résolu. Bon, point, voilà. Je sais pas, hein. Et comme je disais, si vous voulez, cette histoire que j'ai pris, mon premier épisode de la vie de la science, si vous voulez, de cette contradiction, si vous voulez, qui existait entre les géologues et les astrophysiciens, elle était résolue. Voilà, bon, il y a une contradiction, elle est résolue. Il faut une théorie. Mais si vous voulez qu'on se dise, il y a un fait… Bon, mais qu'est-ce qui stimule une nouvelle… Je peux vous dire ce à quoi je fais allusion. Je ne suis pas un focus. Bon. Il y a des gens qui contestent, par exemple, l'expansion, la théorie de l'expansion de l'univers, sur la foi d'observation. Pour moi, ça ne vaut rien. Point. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis très précis. Où on me donne une théorie, d'un côté, il y a une théorie de l'expansion par Einstein. Ça, c'est une bonne théorie pour moi. Alors, on peut en parler. De l'autre côté, il n'y a rien. Donc, on ne peut pas discuter, si vous voulez, si on ne se place pas dans un cadre théorique. Les observations ne veulent rien dire. En ce moment, il y a une mode que je conteste formellement. Je me suis attrapé, pas attrapé, gentiment, avec un journaliste qui avait mis, dans son article, il avait osé mettre, la cosmologie devient une science observationnelle. Attendez. Mélange des deux. Évidemment qu'il y a de l'observation et la théorie. La cosmologie devient une science observationnelle. Ben, je ne sais pas où on va aller. Parce que j'ai dit, je viens de montrer qu'on n'a pas les moyens. Je veux dire que ça va jusque-là, vous comprenez le truc. C'est ça que je veux dire. Voilà. Il y a un problème qui est la synthèse entre la relativité générale et la physique quantique. Et vous avez vu ce que j'en pense. On ne peut pas la faire. On ne peut pas la faire. On arrivera bien un jour à trouver une synthèse qui rejoigne les deux théories. Au même titre que quand on a eu… Ah non, mais attendez. J'ai dit qu'il fallait quelque chose de nouveau, donc moi je ne le connais pas plus que vous. Je dis que ça ne sert à rien d'essayer de marier les deux. Attendez, hein, mon point de vue. Puis je ne vais pas… bon, ça c'est mon point de vue, hein, je ne peux pas non plus le défendre mordicus. Je dis qu'en ce moment, effectivement, si on prend la relativité générale et la mécanique quantique, elles sont incompatibles. Et on le sait, puisque au Big Bang, ben, tout se casse la figure. Bon, donc voilà, donc effectivement, il faut trouver quelque chose de nouveau. Attendez, je ne dis pas ça. Non, ça. Justement, on n'a pas je dis qu'on n'a pas les moyens. Eh bien, je pense qu'en ce moment, on a beaucoup plus besoin d'une idée théorique que d'observation. Parce que, voilà, on est engagé dans une mauvaise voie. C'est le problème. Bon, c'est un des points que je voulais développer. Si vous voulez. Il faudrait quand même savoir, à ce point de vue-là, bon, je peux prendre la 2 minutes, 30 secondes Oui, pour répondre. Désolé. Bonjour. Bon, ça, c'est l'un des points auxquels je tiens un petit peu. Bon, vous verrez ce que vous en pensez. La cosmologie a quand même un statut extrêmement spécial. Pour le fait qu'on oublie toujours, que certains disent, mais moi que je dis et que je redis quand même, il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est qu'il n'y a qu'un univers. Notre univers, il est unique. On n'en a qu'un. Bon, ça, c'est quand même un statut très spécial, parce qu'il n'est pas question de faire des statistiques sur les univers, de faire des moyennes, de savoir l'univers du voisin, comment il est, de faire des statistiques, des cours, etc. On n'en a qu'un.
Donc ça, c'est complètement anti-scientifique, et ça, c'est une difficulté de fond que je ne vois pas comment on ne va pas pouvoir résoudre. Je dis que c'est une difficulté. Il ne faut pas croire que la cosmologie, donc l'origine de l'univers, c'est une science comme les autres. Quand on parle de la création des univers, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez une théorie de création des univers? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans quel espace vous vous placez? Ça ne veut rien dire physiquement. Il n'y en a qu'un d'univers. On est dedans. Alors vous pouvez imaginer des anges, hein, vous pouvez imaginer des bons dieux, vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Mais physiquement, vous n'en avez qu'un. Donc vous ne pouvez pas faire justement de référence à des observations, à des mesures, à changer les conditions physiques. C'est ça qu'on fait en physique. Comment on fait en physique pour savoir comment les étoiles vivent, etc. Comment on a fait? On fait des statistiques, on fait on fait des comparaisons. Mais notre univers, il est incomparable. J'aime à dire qu'il est, c'est un théorème d'existence et d'unicité. Et ça, c'est incompatible avec la physique, figurez-vous. Eh bien oui, parce que, je vous le montre, l'unicité, c'est complètement incompatible avec la physique, parce qu'un phénomène unique, vous ne pouvez pas l'expliquer. Si je vous donne qu'un phénomène, c'est toujours une comparaison. La science, elle est née quand? Avec Newton, parce qu'il a comparé justement la chute d'une pomme et la Lune. Il faut que ce soit un phénomène universel, il faut forcément que la physique englobe des phénomènes. Et d'autre part, le théorème d'existence, la physique, elle ne sait pas ce que c'est qu'existe, je vous signale. C'est-à-dire que ces équations-là, vous prenez ces équations-là. Hein, et puis vous allez dans le désert. Hein, vous allez dans le désert, et puis vous dites A égale A sur 2, 1 moins cosinus θ. Non mais je rigole, mais attendez. Mais là, je veux dire que ce qui existe, il y a de côté les mathématiques. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Je veux dire, attends, mais Bon, donc l'existence et l'unicité de l'univers, vous ne pouvez pas le gommer comme ça. Bon, mais ça, moi je ne dis pas qu'on n'y aura pas. Hein, je dis pas que... Moi, si tu voulais, ça veut dire que c'est le genre de problème. J'aime pas trop me poser des questions, justement, qui n'ont pas de réponse. Je sais que l'eau sur Terre, il doit y avoir une réponse quelque part, donc ça c'est intéressant. Mais... Pardon, je suis... Vous permettez, il y a une question là, qui va être posée. Oui, la contestation elle a l'air d'exister quand même, parce que vous avez cité Notal. Et moi, j'ai lu un livre de Notal, oui. où, si j'ai bien compris, il retrouve à travers la moulinette d'une fonction de... Son idée, c'est d'échelle. Son idée, c'est que l'univers est fractal, hein, c'est ça. Voilà, j'explique. Hein, voilà, il retrouve la fonction de la dynamique ordinaire de Newton, et il la retrouve au niveau de la quantique. Donc, il y a quand même eu du travail de fait. Et par ailleurs, je voudrais citer un autre livre. Là, j'ai lu récemment un livre qui est L'univers élégant, où le gars explique... L'univers élégant ? L'univers élégant. Le gars explique un petit peu... non, mais ça porte sur la théorie des cordes. Je suis désolé. Bon. Non, d'accord. Mais c'est très simple, hein, c'est vraiment à mon niveau. D'accord. Et le type explique que les cordes, qu'est-ce qu'elles apportent? Tout simplement, elles suppriment le zéro, elles suppriment le point sans dimension. Ça va bien dans le sens, je suppose, de ce que vous venez de dire. Hein. Non, mais moi, je ne connais pas la réponse. Laurent Notal, c'est effectivement l'exemple de ce que je trouve qu'il faudrait faire. Je suis en train de dire, si vous voulez, qu'il faut faire... Pour la théorie des cordes, c'est la même chose, je vous dis. Il commence par supprimer le zéro. La dimension minimum, c'est celle de 10 puissance moins 35, c'est l'échelle de Planck. Et puis, on repart. J'ai l'air de paraître, si vous voulez, un peu, on va dire, pessimiste, parce que le problème est difficile. Il est très difficile parce que, justement, c'est cette question d'unicité de l'univers. Et contrairement, si vous voulez, à l'exemple que je prenais, l'exemple que j'ai pris, c'est la mécanique quantique. Et en ce moment, la mécanique quantique, elle ne s'est pas bâtie sur rien, elle ne s'est pas bâtie sur le fait que la matière n'était pas stable. Vous comprenez ce que je veux dire? Et en ce moment, on n'a qu'un ou deux problèmes. Je peux vous citer lesquels. Il y en a deux. Moi, je dirais il y en a trois. Mais on avait à côté, attendez, toutes les mesures de Planck. La mécanique quantique, elle était prête. On avait fait des mesures des longueurs d'onde. Il n'y avait pas rien. En ce moment, on a un ou deux problèmes. Le problème, c'est celui-là. Pourquoi il y a une échelle de 10 puissance 60 entre les deux? Alors, il y a des savants très malins qui disent c'est 10 puissance 60 parce que nous, on est là. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Vous voyez ce que j'en pense. Bon, le deuxième problème, c'est le problème de l'isotropie du fond du ciel. On ne comprend pas, si vous voulez. Vous savez que l'univers, on ne le voit pas dans son ensemble, il y a un horizon cosmologique. Donc on peut dire, en gros, pour dire les choses rapidement, que notre univers est formé, on va dire, de deux ou trois parties qui s'ignorent les unes les autres et qui ne se connaissent pas. Et quand on remonte au voisinage du Big Bang, ben c'est encore pire. On arrive à des points qui sont totalement déconnectés les uns des autres. Donc attendez, problème mouse qu'on pouvait se poser déjà hier. Comment des points qui sont complètement déconnectés peuvent-ils créer une entité que nous appelons univers? Bon, ça, pour moi, c'est un problème. Avec des propriétés uniformes. Avec en plus des propriétés uniformes. En plus, ce qui n'arrange rien. Et ça a été résolu par voilà. Moi, je propose bon, pardon. que Patrick
Oui. Oui, il y a un certain nombre de points quand même que j'aurais voulu discuter un petit peu là-dessus aussi. On pourra probablement en reparler ultérieurement. D'abord, concernant l'étude de l'univers comme objet unique et donc non scientifique, la cosmologie, on peut effectivement peut-être pas dire que c'est une science. La cosmologie, c'est l'étude d'un objet unique à l'aide d'un outil qui est une science, la physique. C'est donc de ce point de vue-là une démarche complètement scientifique. Autre chose, l'aspect problème de formation des grandes structures, c'est effectivement un problème très délicat, très compliqué, probablement pas complètement compris dans les détails, mais en supposant effectivement un univers complètement homogène et isotrope au départ, et en rajoutant des perturbations dessus, ce qui de fait supprime l'aspect homogène isotrope, on est d'accord, mais en rajoutant des perturbations dessus, on arrive, modulo certaines approximations, à reproduire des choses qui ont quand même beaucoup de choses à voir avec l'observation, parce que la cosmologie est une science observationnelle aussi, malgré tout. Enfin, je suis totalement d'accord sur l'idée qu'il arrive un point, on arrive au niveau du Big Bang, ou quand on arrive dans les singularités à l'intérieur de trous noirs ou de choses comme ça. Je suis d'accord pour dire qu'il est nécessaire d'avoir recours à des théories et des concepts peut-être différents. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez dit dès le départ, en disant qu'il n'y avait pas eu de découverte majeure théorique depuis plus de 50 ans. Il y a, et monsieur le mentionnait tout à l'heure, l'approche des supercordes qui a commencé à être élaborée. L'approche des supercordes, contrairement à l'approche que vous citez par ailleurs de Laurent Notal, est une approche qui a l'avantage, qui n'est pas complète évidemment, la théorie n'est pas encore complètement au point, mais c'est une approche qui est mathématiquement cohérente et qui envisage, qui pense pouvoir reproduire les résultats qu'on connaît à plus basse énergie. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il serait plus adéquat de citer plutôt ce genre de théories, non pas parce qu'elles sont à la mode, mais parce qu'elles sont mathématiquement cohérentes. Ce qui n'est pas, à l'heure actuelle, à ma connaissance du moins, le cas de la théorie de Laurent Notal. Non, mais ça, je ne vais pas discuter ce point-là. Non, mais je tenais à faire, cette précision, parce que dans un cadre comme ça, il faut pas... Non, mais tu as complètement raison, si tu veux, tu as complètement raison, en disant quand même que la théorie des cordes, moi, je demande à voir, elle n'a pas encore noté. Je ne dis pas que Laurent Notal a la réponse, je dis que c'est le type de démarche qu'il faut faire. Donc, voilà. Donc sur la théorie des cordes, moi, j'ai rien à dire. Si je lui souhaite bonne chance, c'est tout ce que j'ai à dire. Sur le premier point, je suis quand même pas tout à fait d'accord avec toi. Si tu veux, quand je dis que la cosmologie, j'ai fait un débat justement avec Jean-Pierre Luminet sur la cosmologie est-elle une science, c'est un peu bateau si tu veux. Je suis d'accord avec toi. Non mais attends, il y a un point, si tu veux, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est que tu peux étudier notre univers de façon physique. Mais quand on commence à parler de plusieurs univers, c'est là où ça n'a plus aucun sens. Quand on commence à parler, quand il y a des gens qui te disent ah, il va y avoir d'autres univers qui existent, mais ça ne veut rien dire. On n'a pas de théorie de création des univers, dans quel espace on se place. C'est ça que je veux dire. Notre univers, lui, on peut l'étudier en tant que tel, en tant qu'objet unique. Mais on n'a pas de théorie de création de l'univers, c'est ça que je veux dire. Et on voit mal qu'on peut en avoir. Je dis pas que, je dis qu'effectivement, je ne peux pas concevoir qu'il puisse y en avoir. Je ne dis pas que c'est impossible. Je dis que bon, c'est comme mon truc que je ne peux pas concevoir. Je ne peux pas concevoir une théorie, effectivement, qui me donne ça. Alors peut-être qu'on l'aura un jour, peut-être que la théorie des cordes la donnera, je ne sais pas. Je pointe la difficulté, tu vois, l'univers étant un objet unique. Mais qu'on puisse l'étudier physiquement, bien sûr. C'est ça, voilà. Oui, bonsoir. Je voulais revenir sur le troisième point de votre exposé avec une question de physique stellaire. En fait, c'était plutôt au niveau de la limite en fait, entre le stade naine blanche et étoile à neutrons. J'aurais voulu savoir ce qui se passait. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, en fait, c'est la gravitation qui va l'emporter. Et qui va l'emporter sur quoi? Est-ce qu'il existe une force de répulsion entre le proton et l'électron au sein de la matière? Et sachant que la limite entre naine blanche et puis étoile à neutrons, ça doit être de l'ordre de 3 à 8 masses solaires. Enfin bon, ça, je ne suis pas trop sûr. Mais pour dire les choses rapidement, c'est une force qui est simplement, qu'on va dire, d'origine quantique. C'est-à-dire que lorsque vous compressez les particules, vous les rapprochez les unes sur les autres, eh bien, la mécanique quantique vous dit qu'à une longueur est associée une énergie. C'est-à-dire qu'au fond, plus vous essayez d'entasser les sardines les unes sur les autres, plus elles vont s'agiter. Voilà. Alors à part ça, il y a une subtilité que je vois rarement dite, parce qu'il y a le stade du trou noir après. Alors le trou noir, normalement, à la limite, justement, ça tient. Ça tient. Donc l'explication, les étoiles à neutrons, ça tient. Ça tient parce que, justement, il y a cette force, on va dire, d'origine quantique. Et pourquoi il y a des trous noirs là?
Ben, je ne sais pas pourquoi cette explication-là n'est pas donnée. Moi, je la donne de temps en temps. Il y a des trous noirs parce que c'est un effet de relativité générale. À ce moment-là, c'est une équivalence qui joue entre masse et énergie. C'est-à-dire que normalement, ça devrait être stable, mais il intervient le fait que vous allez rajouter de l'énergie, donc de la masse. Et là, il y a un effet cumulatif qui se développe. Et c'est à cause de ce terme, un terme supplémentaire dû à la relativité générale et à l'effet, si vous voulez, E égale mc2, donc qui se rajoutant à cet effet quantique, va produire l'effondrement final. Voilà. Tant que je sais. Alors après, ben, il n'y a plus de physique. Merci. Alors, monsieur, puisque vous évoquez la puissance imaginative presque infinie de l'homme, pas infinie, mais presque. Oui. Alors, disons-le, n'ayons pas peur des mots. Bien. Bon. Alors, je pense avoir bien compris que votre physique ne peut utiliser les concepts ni de zéro, ni de l'infini qui sont réservés aux mathématiques. Tout à fait. Alors, cela étant bien compris dans mon esprit pour l'instant, pourquoi ne pas penser à un univers sans Big Bang, c'est-à-dire sans zéro, et puis sans expansion infinie, puisque vous réfutez l'infini? À ce moment-là, je voudrais évoquer une idée qui a été présentée par un de mes prédécesseurs qui s'appelait Boltzmann. Vous voyez comment je me situe, n'est-ce pas? Et qui évoquait l'idée d'une respiration. Bien entendu, à son époque et même aujourd'hui, c'est une conception fort imaginative, mais pourquoi pas dans l'imaginaire? Mais je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à répondre. Pour moi, si vous voulez, la théorie d'Einstein, elle a répondu à tout ce à quoi il fallait répondre, donc il n'y a pas besoin d'autre théorie. La théorie de l'expansion de l'univers, si vous voulez, pour moi, c'est une vérité. J'ai écrit quelque part, et je ne le renie pas, je persiste et signe. Je persiste et signe. Donc, dans un des bouquins, j'ai dû commettre ça, et quand les journalistes ont lu ça, bon, j'ai écrit quelque part, la science ne s'est jamais trompée. Bon, il faut l'entendre, évidemment, dans le bon sens. J'estime, si vous voulez, qu'effectivement, on peut dire que la science ne s'est jamais trompée. C'est-à-dire que les acquis de la science, ils ont continué. La théorie de Newton, elle est à jamais vraie. Et moi, je dis que la relativité, elle rentre là-dedans. La théorie de la relativité, elle est à jamais vraie. La science ne s'est jamais trompée. Il y a eu suffisamment, si vous voulez, de concours de circonstances. On a vérifié les calculs. Il y a une science, et pour moi, alors vous savez, pour ça, je suis orthodoxe. Je veux dire que j'ai l'air de contester des trucs, mais pour moi, Newton, c'est valable, je ne vais pas le contester. Einstein, c'est à jamais vrai. Alors évidemment, vous avez bien vu que je le critique d'un certain côté. Je dis que c'est insuffisant. Mais ce concept d'univers fermé, c'est la plus belle découverte en fin de ce XXe siècle pour moi. Pourquoi remettre l'expansion en évidence en fait? C'est quand même faramineux cette histoire de la découverte de l'expansion de l'univers. Quand vous pensez, si vous voulez, qu'Einstein a trouvé ça dans ses équations, et qu'au même moment Hubble le découvrait observationnellement, et qu'ils ne s'étaient pas mis d'accord, et que ni l'un ni l'autre ne l'a cherché. Et que Einstein, justement, ça l'étonnait tellement, parce qu'un univers en expansion, il s'est dit « Attends, mais sur quoi je tombe ?» qu'il a essayé de le rendre statique. Donc, enfin, vous vous rendez compte? Donc ça, ce n'est pas la force de la théorie de l'observation. Alors c'est là où je vous rejoins, si vous voulez. C'est ça qui est génial dans cette découverte, c'est qu'il y a d'un côté la théorie, de l'autre côté l'observation. C'est génial, c'est l'exemple type. Il faut qu'il y ait les deux. L'observation seule, pour moi, c'est zéro. Et, excuse-moi, la théorie seule, voilà. C'est exactement ce que je dis. Alors, quand il y a les deux, c'est absolument génial. Et effectivement, il y a un exemple, je ne veux pas en donner des milliers, mais bon, il y a Newton, etc. Hein. Mais voilà, il faut à la fois, si vous voulez, s'appuyer sur une théorie, donc sérieuse, soutenue, et puis sur des observations. Quand on a des observations, c'est formidable. Mais le cerveau humain, effectivement, je suis d'accord avec vous, il peut imaginer tout ce qu'il veut. Et c'est ça qui me frappe. Alors là, sur ce point, je vous rejoins. Et donc, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il y ait le retour à la nature, à ce qui existe. Donc c'est là, je dis... Oui, mais suppose qu'une théorie engendre de plusieurs univers possibles. Et qu'une théorie utilisant les équations de la physique, puisse engendrer, on en connaît, plusieurs univers possibles. Que pourras-tu dire de cette théorie sur le simple fait qu'on ne puisse pas observer effectivement ces univers parallèles? Mais pour moi... Mais c'est une théorie. Non. Si elle est engendrée à partir de la physique que tu ne remets pas en cause, quel est son statut ontologique? Mais je peux te répondre. Ta phrase, pour moi, n'a aucun sens parce que je n'ai pas de théorie. Donc tu poses une question qui, pour moi, n'a pas de sens. Pour poser une question, il faut avoir une théorie.
Or, tu n'as pas de théorie des univers. Qu'est-ce que ça veut dire, plusieurs univers? Moi, quand on me Non, parle... non, je regrette. Il y a quand même des modèles qui proposent des théories d'univers différentes. Je ne suis absolument pas compétent dans ce domaine, mais je pense que Patrick pourrait argumenter. Eh bien, argumenter, faites une conférence là-dessus. Eh ben oui. Non, on ne fera pas une conférence. Patrick, tu veux bien ajouter 2 phrases là-dessus? Je pose la question, dans quel espace vous vous placez, si vous voulez? Moi, je suis orthodoxe. Donc, pour moi, il n'y a qu'un espace et qu'un temps. Cet espace et ce temps, si vous voulez, ils disparaissent avec la matière au Big Bang. Donc en dehors de ça, je peux parler de rien. Quand on parle de choix ouvert-fermé, qu'est-ce que ça veut dire? Vous vous placez quand? Vous vous placez dans quel temps? Ah non, je parle d'avant le Big Bang. Quel espace? C'est exclusivement basé sur la théorie quantique des champs d'un côté, la relativité générale de l'autre, et à une échelle d'énergie où on suppose que ces théories sont applicables. Donc on peut le faire. Non, mais c'est très bien. Hein, l'autre jour, quand j'ai eu effectivement au téléphone, donc ça remonte à une semaine, un étudiant qui me disait ah non, notre univers, il est né dans l'écume quantique. Bigre. Bon, effectivement, bon, d'accord. Non, mais d'accord. Si il est né dans l'écume quantique. Bon. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas... Bon, d'accord. Qu'est-ce que c'était comme concept? Quel bon, je suis insupportable. Donc voilà, si tu veux, mais moi je souhaite bonne chance à cette théorie. Attends, c'est pas ça, tu vois ce que je veux dire? Mais si, c'est vrai, quoi. Je veux pas... Ce qui est quand même important à signaler là-dedans, c'est que dans ces théories-là font des prédictions sur les potentielles observations, et quand on réalise ces prédictions, on vérifie les prédictions. Donc de ce point de vue-là, ce sont des théories tout aussi physiques. Dans notre laboratoire, donc tu sais très bien comme moi là qu'il y a des physiciens des particules qui viennent en astrophysique maintenant parce que les physiciens des particules, ils n'ont plus rien à faire dans leur domaine. Ils estiment ils se font chier, pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas dit. Bon, donc ils n'ont plus rien à découvrir, donc ils viennent en astrophysique. Et ils viennent en astrophysique, ils font des théories, des super théories, et puis les astronomes leur fournissent des observations, donc supernova, etc. Et alors, il y a toujours, donc, quand j'assiste à des séminaires, donc je suis l'emmerdeur du premier rang, et je dis, donc, dans vos modèles, vous supposez donc que c'est un modèle homogène et isotrope. Et ils me répondent invariablement, oui. Point. Tout. Point. Ça ne se discute pas. C'est un modèle homogène et isotrope, donc éventuellement infini, donc j'ai dit ce que je pensais de l'infini. Ça ne se discute pas. Ils sont... Bon, mais moi, tant qu'on est là, ça ne m'intéresse pas. Moi, si ça vous intéressait bien... Non, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas... Moi, de toute façon, c'est pas mon domaine, je suis un peu méchant, là. C'est un peu... C'est pas de la provoque, mais c'est ce que je ressens, si vous voulez. Donc, je ne peux pas vraiment juger, parce qu'en plus, je reconnais, si vous voulez, que c'est pas mon domaine. Hein, donc... Ouais, je parlais avec des chercheurs en cosmologie qui me disaient, si vous voulez, que les univers inhomogènes, bon, c'est quand même pas le sujet à la pointe. Enfin, on n'en parle pas beaucoup. Quand, si vous voulez, ces gens-là me répondent, non, mais... Oui, mais quand ces gens-là... Voilà. Ouais. Quand ces gens-là me répondent, si vous voulez, on part d'un modèle univers homogène isotrope, point, la discussion est terminée là, bon, ben, moi, ça me paraît un peu court, c'est tout. Voilà. Ça ne me satisfait pas, si vous voulez, je ne suis pas content. Hein? Oui, pour continuer un petit peu dans la provocation, je crois que vous avez donné une contre-vérité, c'est de dire qu'au début du siècle, on ne connaissait pas l'âge de la Terre, puisqu'au début du siècle, c'était au 1er janvier, et là, on la connaissait. Et par contre, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre découverte qu'on aurait fait depuis le début du siècle? C'est la conférence, j'avais mes notes de la conférence, je l'ai fait en l'an 2000. Ah, je ne veux pas savoir. Et par contre, une vérité possible... pour faire aussi dans la provocation, puisque vous dites qu'on n'a pas trouvé grand-chose depuis 50 ans, est-ce qu'on n'aurait pas trouvé une 5e force? Voilà, sur ce qu'on appelle la 5e force, la quintessence ou autre. Et qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, j'ai rien à dire là, je ne sais pas. Non. Je ne sais pas. J'aurais préféré une réponse plus provocative, mais... Je suis désolé. Non, mais... Bon, en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout mathématicien. La théorie des statistiques, ça me dépasse un peu beaucoup même.
Et je n'ai pas compris la manière dont vous avez exposé la probabilité de la prise de photographie. Oui. Une chance sur deux. Pour moi, on prend une photographie une fois sur deux, on la rate, je veux bien, mais qu'on en prenne une deuxième, c'est toujours une chance sur deux. Qu'on prenne 4 personnages, c'est toujours une chance sur deux d'en rater, donc la probabilité reste la même. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Tout à fait, Alors, tout à fait. maintenant, vous pouvez augmenter votre probabilité si vous avez un groupe. Vous Non, prenez mais tout la à fait. photographie du groupe, où vous avez une chance sur deux, toujours de rater la photographie du groupe, mais la probabilité pour que toutes les photos de tous les personnages soient bonnes est supérieure à 1 sur 2. Est-ce que alors, vous êtes ça- d'accord sur cette impression que j'ai intuitivement? Non, mais c'est une question qui se pose de tout le temps. C'est tout à fait vrai, si vous voulez, que quand vous faites une photo, il y a toujours la même probabilité pour que la photo soit réussie ou pas. Maintenant, on démontre, si vous voulez, qu'en moyenne, quand vous faites quand même beaucoup d'essais, vous avez plus de chances de réussir. C'est un principe, c'est une maxime Shadok d'ailleurs, ça. Plus vous ratez, plus vous avez de chances de réussir. C'est la maxime Shadok. Bon, Non, c'est vrai. Donc, on démontre en moyenne, si vous voulez, qu'en moyenne, il faut un nombre d'essais égal justement à la probabilité. C'est-à-dire que si la probabilité est de 1 sur 1000, en moyenne, on le démontre, ça je peux vous le démontrer, il faut 1000 essais pour le faire. Voilà. Ça veut dire qu'au bout de 1000, vous avez une chance raisonnable qui, je ne sais pas, j'ai plus en tête, et au bout de 2000 essais, ben, vous allez avoir un peu plus de chance. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est Tout à toujours fait. statistique, il n'y a rien de sûr. maintenant, attention. Voilà. Là, vous raisonnez comme une mécanique qui n'apprend rien en faisant des photos. Or, un être humain, ça apprend. Donc, la probabilité qu'il réussisse ses photos va tendre vers 1. Tout simplement. Bien sûr. Donc, J'ai bien dit que je posais un problème mathématique, et pour les puristes, vous pouvez prendre le jeu de pile ou face, qui est exactement le même. Non, bon, c'est- alors non, prenons voilà. le jeu de pile ou face. Évidemment. Là, c'est purement mécanique, et là, Ah je suis ben, d'accord avec vous. Je voulais montrer ma fille en photo, zut. Non mais voilà, je sais bien que les hypothèses de base ne sont pas bonnes. Bon, on a été dans les grandes options, des grandes questions, mais pour revenir un petit peu sur Terre, à plusieurs reprises, vous avez dit c'est pas mon domaine, c'est pas mon domaine. Est-ce que ça serait indiscret de vous demander quel est votre domaine et dans quoi vous vous spécialisez? Ben, je sais pas, c'est pas indiscret, non? Comme disait Daniel Kuhn, j'ai fait beaucoup de physique stellaire. Et puis j'ai réfléchi beaucoup à ces questions-là, je les ai travaillées. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de me croire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je dirais, bon, franchement, à la limite, que j'ai l'avantage de ne pas être spécialisé sur ces questions-là, d'un certain côté. Bon, ça, entre nous. Parce que si vous voulez, quand on est dans le bain, c'est difficile, quand on est dans un sujet, de le critiquer. Or, je vous signale que c'est quand même ce qui se passe, par exemple, à l'échelon des expériences spatiales. C'est typiquement, moi j'en ai parlé à un journaliste. Quelle est la justification des expériences spatiales? Ça coûte la peau des fesses. Ça coûte très cher. Et qu'est-ce qu'on va en retirer? À qui on demande ce qu'on va en retirer? Qui c'est qui juge? Ben, c'est les personnes qui font les expériences, eux-mêmes. Ben, en gros, c'est ça. Moi, je vous dis, j'en ai discuté avec... je grossis le trait. Mais en gros, c'est ça. Il n'y a pas, si vous voulez, des gens extérieurs... Ben, vous savez ce que je pense de la recherche spatiale? Il y a des tas de projets qui sont des projets gigantesques. Ça coûte très cher l'astronomie. Ça coûte très cher les projets astronomiques. Et ça, c'est un des problèmes qui se posent. Eh bien, vous ne pouvez pas, finalement, il n'y a pas une instance, si vous voulez, qui dise « ouais, ça va être utile, ça c'est inutile, on va trancher ». Donc, effectivement, les personnes qui sont dans le coup, elles ne peuvent pas dire ben, mon truc, non, j'exagère, ça ne va pas mener grand part. Ben, voilà ma réponse. Pour reprendre l'hypothèse que tu as faite tout à l'heure sur la discussion de l'origine de la vie dans la galaxie, partant du fait simple qu'il y a 10 puissance 11 planètes, 10 puissance 12 planètes, ce qui est relativement peu si tu considères effectivement que sur ces 10 puissance 11, on en fout la moitié en l'air parce que... Ah non, mais je parle au départ. Non, mais j'essaie de suivre le raisonnement d'ordre statistique qui te conduit à dire que finalement... la vie n'existe peut-être pas, parce qu'on peut procéder de la manière suivante. J'en largue la moitié parce qu'elles n'ont pas la bonne distance, j'en largue encore la moitié parce qu'il n'y a pas la Lune autour. Ça fait déjà 4 un facteur 4 qui tombe. Après, tu vas encore en larguer la moitié parce qu'il n'y aura pas d'atmosphère, parce qu'elles sont trop petites, donc ça fait encore un facteur 2. Et ce que tu veux montrer, c'est que finalement, ça, très très rapidement, le 10 puissance 12, il disparaît, et puis on arrive à 10 puissance moins 12. C'est exactement ce que je veux dire. Donc on est renvoyé à la question de savoir comment la vie apparaît, ce qui n'est plus du ressort de l'astronomie, mais du ressort des biologistes. Et comme les deux communautés ne se rencontrent jamais ou très peu, il y a bien un peu d'exobiologie qui existe, mais enfin c'est quand même à l'état très, très proto, c'est une proto-science pour l'instant. C'est vrai que
là, je te rejoins quand tu dis, finalement, c'est plus un sentiment que quelque chose de fondé, de dire que la vie existe ou n'existe pas, discuter de l'existence de la vie en dehors du système solaire. Bon, ceci étant... il y a deux points, est-ce que tu es d'accord que ce dispositif de vie est petit, c'est ça que je veux dire, voilà. Ça j'ai beaucoup insisté. Ceci étant, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut aborder le problème. Déjà, dans notre système solaire, on voit bien que Mars a l'air d'avoir quand même été... bon, on ne sait pas, on va voir. Mais justement, la science ne travaille pas qu'avec des théories. Elle travaille, comme a dit un autre physicien que tu dois connaître, qui s'appelle Rémi Hakim dans un de ses livres, elle travaille sur deux jambes. C'est-à-dire, il y a une jambe qui représente la théorie et l'autre qui représente l'expérience, que tu le veuilles ou non. Et si tu coupes une jambe, ça marche mal, même avec les meilleures théories du monde. Et en ce qui concerne la vie, je crois que le problème reste ouvert. Je constate simplement, si tu, je reprends ma conclusion. Sur la vie, bon, je voudrais en rajouter sur la probabilité qui me semble une affaire dangereuse, car si on avait demandé à un Romain au temps de César quelle était la probabilité pour que j'existe, il aurait trouvé 0, si on peut imaginer un 0. Or, on est environ 10 milliards sur la Terre à avoir une probabilité d'existence de 0. C'est en tant que Gaulois que c'était 0. En tant que Gaulois. Attendez, vous savez que c'est toujours la question, c'est une question des probabilités, c'est ce qu'on posait. Il y a une question qui revient tout le temps. Bon, je prends, je vous écris une séquence de 10 chiffres, là, 9, 4, 7, 10, enfin 1, 3, je sais pas. Bon. Cette séquence-là que j'ai écrite, vous ne pourrez pas la sortir. Vous ne pourrez pas la sortir si vous la tirez au hasard. Attendez. Laissez-moi terminer. Celle-là qui est écrite, vous ne pouvez pas la sortir. Bon, maintenant, si vous me tirez au sort 12 chiffres, forcément, vous allez en sortir un. Vous comprenez? C'est ça la grosse différence entre a priori et a posteriori. Si je tire un nombre de 12 chiffres, bah, vous allez en trouver un. Si je téléphone au hasard, attends, je vais tomber sur quelqu'un. Donc ce truc-là, effectivement, a priori, il n'avait aucune chance d'être réussi, de sortir. Mais forcément, il en sort un. Mais celui qui est sorti, il ne ressortira pas après. Donc quand vous parlez d'un tirage précis, celui-là, après, il ne sortira plus. Mais a priori, une fois qu'il est sorti, vous vous dites, ah ben, il avait une chance et il est sorti quand même. Ben, c'est les questions du loto, hein, c'est les gens, c'est la réclame, celui évidemment qui n'a pas joué, il perd. Le jeu de loto, il y en a bien un qui va sortir, mais vous ne savez pas lequel. Vous comprenez? C'est ça, vous ne savez pas quel est le chiffre qui va sortir, sinon vous gagneriez au loto. C'est aussi simple que ça, mais il y a quelque chose qui est choquant dans la façon de dire les choses. En effet, on se dit, ben, ce nombre il est sorti. Effectivement, il y avait une réclame du loto qui était extraordinaire. Cette publicité que le loto faisait, 100% de ceux qui ont gagné ont tenté leur chance. Non, mais voilà, mais c'est vrai que c'est un peu... Bon, peut-être la dernière question ce soir. Vous dites que les physiciens des particules n'ont plus rien à faire. Or, le modèle standard... Ceux qui m'ont dit ça. Le modèle standard a sa vérité, qui peut être remise en cause par un certain nombre d'expériences. Et la dernière qui vient d'être diffusée fait part de mesures sur le muon et sur la constante G-2, qui pourrait remettre en cause le modèle standard. Donc, il faut bien des expériences pour faire une théorie et une théorie pour prédire ou avoir des expériences qui réfutent la prédiction. Et si vous dites qu'on ne parle que de modèles homogènes et isotropes par ailleurs, si on ne fait pas de mesure d'anisotropie, je ne vois pas comment on pourra trouver un modèle anisotrope. Et je citerai encore pour les particules le fait que le CERN a diffusé un papier en disant les neutrinos seraient-ils saisonniers. Donc voilà quelque chose qui est anisotrope et qui peut remettre en cause des théories. Oui, là, tout à fait. Quand je parlais de l'homogénéité, c'est l'homogénéité de l'univers à grande échelle. Et celle-là, alors je vous appuie, j'attends toujours, moi, un article, j'en ai pas vu dans la PJ, qui essayerait d'examiner si ce qu'on appelle la constante de Hubble dépend de la région qu'on vit dans le ciel. J'attends toujours. Bon, ça, effectivement, c'est une expérience. Je n'ai pas vu d'article dans ce truc-là. Bon, à part ça, si les physiciens des particules, j'ai l'air de les égratigner, c'est parce que simplement ils viennent chez nous en disant on n'a plus rien à faire. Je ne l'invente pas, hein, c'est pour rigoler un petit peu, mais c'est vrai que
pour des tas de raisons, ils sont un peu bloqués, si vous voulez, dans leurs expériences et dans leurs sciences. Donc c'est vrai qu'on en voit débarquer en astrophysique, voilà. Mais voilà. Une dernière question ? C'est juste une remarque. Bon, alors vous dites, vous cherchez un article sur la constante de Hubble qui dépendrait éventuellement des régions du ciel. Ben, vous en avez des articles de ce genre. Vous avez Tift qui a fait quelque chose là-dessus. Vous avez également Guthrie et Napier qui ont publié quelque chose. Ils ont montré qu'il y avait une variabilité de la constante de Hubble. Vous pouvez retrouver ça facilement. Voilà, c'est tout. Ben, j'ai vaguement cherché, ben, tant mieux. Ben, c'est ignoré de la plupart des gens. Je vais pas voir si vous avez travaillé avec Pecker, il connaît ça très bien. Oui, c'est pas tout à fait ça. Je pense que c'est pas ce qu'on veut dire. Je pense que c'est pas ce qu'on veut dire. Je sais pas, là, des spécialistes, c'est un point de détail sur lequel tu peux donner ton avis. Est-ce qu'il y a des articles qui traitent de la dépendance en direction de la constante de Hubble? À ma connaissance, pas. Voilà. Sérieux, des études statistiques qui disent on va mesurer s'il y a une différence dans la constante de Hubble suivant la direction qu'on regarde dans le ciel. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. On part d'une hypothèse et on cherche à la vérifier. Donc on part de l'hypothèse que la constante de Hubble est une constante au sens, enfin c'est pas une constante d'ailleurs au sens au cours du temps, mais on part de l'hypothèse que c'est effectivement la même partout. Non, je te et parle. Puis on regarde si ça marche ou si ça marche pas. Jusqu'à présent, ça marche. Non, il n'y a pas d'expérience. Au bar d'erreur près, évidemment, parce que dans les problèmes aussi des trucs expérimentaux, c'est qu'on ne fait pas des mesures précises à 100%. Donc on est toujours compatible. Non, tu ne réponds pas tout à fait à la question, je crois. Si tu veux, parce que tu ne réponds pas tout à fait à la question, parce que la constante de Hubble, elle se mesure. Donc il s'agit de savoir si elle se mesure, si les résultats des mesures sont différents selon la région du ciel. Enfin, pour l'instant, il n'y a pas de mesure, j'y réponds donc, si tu veux bien, il n'y a pas de mesure qui montre effectivement qu'en fonction de la direction choisie, la constante de Hubble est différente. Donc, il y a effectivement des périodicités qui ont été observées dans la répartition redshift de certains quasars, mais ce sont des choses qui ont été attribuées à des phénomènes expérimentaux, spectroscopiques. Ça a été très discuté et c'est vraiment pas une hypothèse, c'est pas suffisamment fondé observationnellement pour que ça serve d'une manière sérieuse, pour que ça permette de changer les hypothèses de départ qui sont utilisées par les cosmologistes. Bon, ceci dit, ils peuvent eux-mêmes vouloir le faire, mais disons qu'il n'y a pas de contraintes observationnelles allant dans ce sens. Et c'est quand même assez vieux, hein, les observations de Tift ont peut-être une dizaine d'années. Il y en a eu beaucoup plus maintenant avec des systèmes spectroscopiques, des réseaux spectroscopiques beaucoup plus sophistiqués. On ne les a pas confirmés, à ma connaissance, récemment en tout cas. Voilà. Je crois que malgré le plaisir qu'on prend à discuter avec toi, Christian, on va s'arrêter là. Et puis merci encore. Merci à vous. Merci à vous. Merci encore pour cette dose de provocation qui certainement nous a ouvert l'appétit. Et donc je vous donne rendez-vous le mois prochain, le 3 avril. Voilà, au revoir.